Bon, mais bonsoir, merci pour être là. On n'est pas très nombreux, mais vous êtes courageux avec ces beaux temps. Voilà. Donc, ce soir, c'est la soirée Iconosphère numéro 34, qui est consacrée à la question de la réduction du temps de travail. Alors, est-ce que tout le monde a déjà assisté à une soirée ou à un midi Iconosphère? Tout le monde connaît le réseau Iconosphère? Oui? Donc, je pense que je peux passer, je n'ai pas besoin de présenter le réseau Iconosphère. Donc, ces soirées Iconosphère est consacrée à la question de la réduction du temps de travail, une question qui n'est pas toujours évidente et qui pose de multiples questions. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un seul modèle de réduction de temps de travail. Et donc, il y a plusieurs questions qui se posent, et notamment concernant les financements, la temporalité, où porter la revendication, est-ce qu'on la porte au niveau sectoriel, interprofessionnel ou bien d'entreprise. Et c'est pour aussi la question de la flexibilité du travail, de la précarité du travail, mais aussi, il me semble, la question du temps de travail salarié et non salarié. Et donc la question de la division sexuelle du travail, mais aussi la question liée aux nouvelles technologies. C'est-à-dire les nouvelles technologies qui permettent aux entreprises de diminuer le nombre d'employés, mais qu'en même temps, c'est les clients qui vont réaliser ce travail. Donc voilà, c'est à ces questions-là, je pense, qu'on va débattre ce soir. Alors, je vais profiter pour remercier les invités et je vais les présenter et ensuite ils auront 20 minutes pour intervenir et ensuite on pourrait passer au débat. Alors, Valérie Lovout, qui est à ma droite, elle est directrice de l'Université des femmes. Valérie, en fait, ses recherches et ses interventions, elles portent sur les rapports sociaux des sexes et notamment sur les dimensions qui concernent les travails, les services sociaux et l'indépendance financière des femmes. Elle a notamment écrit un article qui s'intitule « Du travail, mais comment les féministes et la conciliation ou les cas de la réduction du temps de travail », qui a été publié dans les collections Pensées féministes, dans un ouvrage qui s'intitule « Les fausses bonnes idées pour les femmes, sortir du sexisme et du capitalisme ». Donc ensuite, à ma gauche, il y a Michel Sermac. Alors Michel Sermac, il est chargé de recherche à la CNCD en son sens. Il est notamment porte-parole du collectif Prospect, avec lequel il a coécrit un ouvrage intitulé, je pense que tu en as ici, tu peux montrer, voilà, intitulé Partageons le temps de travail, qui a été publié aux couleurs livres. Et enfin, Bruno Boran, secrétaire général du CRESEA, ses recherches et ses interventions, elles portent notamment sur le multinational, la restructuration, les syndicalismes et la politique socio-économique européenne. Et Bruno, il vient de publier dans la revue Politique qui vient de sortir un article avec Anne Dufresne qui s'intitule « Que reste-t-il de la réduction collective du temps de travail ?» Alors voilà, je vais passer la parole aux intervenantes. Michel Sermac, voilà. Merci beaucoup. Je me proposais, si ça fonctionne, de commencer par une toute petite vidéo qu'on a publiée en fait la semaine dernière, donc c'est tout frais. Et en 2 minutes, on espère faire très brièvement, très sommairement le tour de quelques éléments essentiels du débat, et évidemment, on complétera après. Il ne vous arrive jamais de rentrer chez vous, exténué par d'interminables journées de travail, et d'apprendre par les informations que le chômage de masse va bon train, multiplié par 4 en 50 ans, que les dépressions et burn-out ont presque triplé en 7 ans, et de vous dire que finalement, en matière d'emploi, entre ceux qui travaillent trop et ceux qui ne travaillent pas du tout, il y a comme quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, pourquoi ne pourrait-on pas mieux partager les emplois et les richesses? Prenons de la hauteur. Pendant presque tout le XXe siècle, on a réduit collectivement le temps de travail rémunéré sans toucher au salaire. Si, c'est possible. Des journées de 12 heures à celles de 8 heures en 1921.
De la semaine de 6 jours à la semaine de 5 jours en 1960. Bref, on est passé de 84 heures de travail par semaine en 1890 à 40 heures en 1978. Et tout ça avec un meilleur niveau de vie. Mais depuis 1978, rien. On juge même utopique de continuer le mouvement de réduction collective du temps de travail alors qu'il est logique. Grâce aux technologies et à l'amélioration du niveau de qualification de la population, un travailleur en 2018 est aussi productif que 5 en 1978. Pas étonnant du coup que le chômage ait été multiplié par 4 sur la même période. Pour répondre à ce manque d'emploi, les gouvernements successifs depuis les années 80 ont fractionné le travail et nos salaires. Résultat des courses, on se retrouve avec un régime d'emploi à 2 vitesses, où certains en ont trop et mettent à mal leur santé, et d'autres pas assez, et mettent aussi à mal leur santé. Alors pourquoi ne pas relancer cette logique de réduction collective du temps de travail à salaire égal? Et encore une fois, c'est possible. Et ce mouvement est déjà en route. Un peu partout en Europe, des travailleurs dans des centaines d'entreprises expérimentent la journée de 6 heures et la semaine de 4 jours. Ces exemples démontrent que la réduction collective du temps de travail est moins chère et plus efficace que les politiques d'emploi de ces 40 dernières années. Alors, quand tu rentres chez toi exténué par une interminable journée de travail, et que tu apprends par les informations que le chômage de masse va bon train multiplié par 4 en 50 ans, que les dépressions et burn-out ont presque triplé en 7 ans, et si tu te dis que finalement quelque chose ne tourne pas rond, alors rejoins la campagne pour la semaine de 4 jours et balance ton lundi. Donc, brièvement, moi, simplement ce que je voulais apporter au débat ce soir, c'est modestement ce qu'on a voulu faire avec ce livre dont on a déjà parlé, Partageons le temps de travail. Avec le collectif Roosevelt, on s'est simplement posé la question de ce qu'on pouvait apporter en complément de ce qui existait déjà sur le sujet. Un des éléments qu'on a trouvé peut-être utile à ajouter par rapport à ce qui existait déjà, il y a déjà pas mal de livres qui ont été écrits, il y a des brochures, notamment des brochures syndicales, la CNE, le CEPA, etc. ont produit des brochures très très bien faites sur le sujet. On s'est dit peut-être que ce qu'on peut faire en plus, c'est s'intéresser aux expériences qui existent déjà aujourd'hui ou dans les dernières décennies, dans les dernières années, de réduction collective du temps de travail, simplement pour sortir des débats théoriques. Faut-il ou ne faut-il pas partager le temps de travail? Aujourd'hui, il y a un partage qui est injuste, on vient de le voir, le chômage, les burn-out, les travailleurs à temps partiel, les emplois à temps partiel subis et la misère qui va avec. Tout ça, c'est un partage qui existe et la question c'est de savoir est-ce que ce partage nous convient, et si la réponse est non, la réponse est évidemment non, vu toute la souffrance et la misère qu'il produit. La question est simplement comment est-ce qu'on le partage autrement, et on a voulu baser cette réponse dans du concret. Et donc on a été à la rencontre de quelques exemples. On a une dizaine d'exemples qu'on a voulu creuser dans le livre. On a le livre basé sur des interviews. On a été à la rencontre de travailleurs, mais aussi parfois de petits patrons qui ont tenté de mettre en place des expériences de réduction collective du temps de travail. Et on a voulu, sur base de ces exemples et sur base d'exemples historiques aussi de réduction collective du temps de travail, on vient de voir l'historique sur un siècle et demi. On voit que la réduction collective du temps de travail, c'est le sens de l'histoire, avec la journée de 8 heures en 1921, la semaine de 5 jours en 1960 en Belgique. On a voulu aussi s'ancrer dans ces exemples-là pour essayer de répondre aux préoccupations, aux craintes, aux objections qui sont le plus souvent avancées. Et donc on a voulu commencer la démarche par les raisons de ne pas partager mieux le temps de travail. Et on ne les a pas inventées, ces raisons, on les a tirées d'une enquête qui date de 2012 de l'Université du Travail, qui montre quelles sont les raisons les plus souvent évoquées par des travailleurs sans emploi, à qui on pose la question de la faisabilité, de l'utilité d'une réduction collective du temps de travail. Je suis désolé, c'est écrit tout petit, de toute façon je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans le détail, et puis j'espère qu'on pourra y revenir dans le débat. La première réflexion qui sort tout de suite quand on dit pensez-vous que c'est une bonne idée de partager mieux le temps de travail, d'abord, avant de rentrer sur les raisons de ne pas le faire, dire que l'enquête montre qu'une majorité de personnes interrogées disent que c'est une bonne idée, que c'est une idée qui va dans le sens de plus de justice, etc. Mais tout de suite après vient à 62% des opinions exprimées, bien sûr ça va diminuer les revenus, on ne peut pas travailler moins et gagner autant, c'est impossible. Et donc là, on se retrouve avec une idée qui est profondément ancrée, évidemment,
le travailler plus pour gagner plus, malheureusement, a fait beaucoup de dégâts et est bien rentré dans la tête des gens. Le corollaire, c'est travailler moins pour gagner moins. Et donc l'idée qu'on puisse travailler moins et gagner autant, ça paraît complètement farfelu. Et pourtant, si on regarde les exemples qu'on a pu analyser, ce ne sont là que quelques exemples, il y en a des centaines d'autres qui existent et on n'a aucune prétention d'être exhaustif. On peut voir que dans le cas par exemple de deux PME en France qu'on a pu observer, une dans le secteur automobile, une autre dans le secteur de recyclage de déchets de construction, les salaires et les droits sociaux qui sont liés ont été maintenus dans le cadre d'un passage à la semaine de 4 jours. C'était dans la fin des années 90 en France. Et ça a duré, pour l'une des deux, ça a duré 20 ans. Malheureusement, le changement de direction a changé d'option. Et pour l'autre, c'est encore en place. Idem pour le cas de la Centrale Générale en Belgique. La Centrale Générale de la VTB a appliqué la semaine de 4 jours à son propre personnel, en tout cas une partie. Et de la même manière, on a gardé le salaire. Chez Auto 5, grande chaîne bien connue en Belgique, il y a eu une négociation qui a abouti à une formule un peu plus complexe de 4 jours et demi ou d'alternance 4 jours une semaine, 5 jours la semaine suivante, avec une moyenne de 36 heures par semaine. Là aussi, on a le salaire qui a été maintenu. Et dans le cas des personnes qui étaient auparavant à temps partiel, ils ont vu leur salaire majoré de 5%, puisque logiquement, faire un 4/5 par rapport à un temps plein de 5 jours, c'est pas le même salaire qu'un 4/5 par rapport à une référence de temps plein qui est 4 jours et demi. Les salaires ont aussi été préservés dans le cadre du passage à la journée de 6 heures dans une maison de repos, un hôpital et un garage Toyota à Göteborg en Suède. Et dans tous les cas que je viens de citer, il y a en plus des emplois qui ont été créés et les employeurs eux-mêmes qui ont trouvé leur compte, la performance d'entreprise qui a été améliorée. Et puis de nouveau, si on regarde dans l'histoire, 1921, journée de 8 heures, 1960, semaine de 5 jours au lieu de 6 en Belgique, et même le passage de 40 à 38 heures en 2003 en Belgique, évidemment une réduction plus modeste, mais ça vaut la peine chaque fois de souligner que ça s'est fait sans perte de salaire, donc ce n'est pas complètement farfelu, c'est des choses qui existent et qui fonctionnent, c'est le sens de l'histoire. Deuxième réaction qu'on rencontre souvent, 61% dans le cadre de cette enquête, ça va augmenter la flexibilité des horaires de travail. Et ça, c'est une question qui est évidemment compliquée. On sait que le débat sur la flexibilité aujourd'hui est malheureusement extrêmement vivant dans le monde du travail. Et juste un élément qu'on a pu observer dans les quelques interviews qu'on a menées, en particulier dans le cas d'Auto 5, on constate que le point de départ de la négociation a été effectivement une demande patronale de flexibilisation des horaires. En gros, les magasins devront être ouverts plus tard la semaine et en week-end. Et les travailleurs ont répondu par une exigence de réduction collective du temps de travail et un passage généralisé à la semaine de 36 heures. Et donc, ici, il ne s'agit pas de dire que la flexibilité, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs, il s'agit juste de dire qu'on a ici pu observer une réponse de la part des travailleurs à une demande de flexibilité imposée par la direction pour aller chercher une compensation et un compromis. C'est l'occasion de souligner qu'évidemment tout ce qu'on développe comme exemple dans le livre, il ne s'agit pas de dire que ces exemples représentent l'idéal de ce qu'il faudrait obtenir à long terme en termes de réduction collective de temps de travail généralisé. Il s'agit surtout de montrer en quoi ce n'est pas une utopie hors de la réalité. Il y a des choses qui sont, dans le cadre du rapport de force actuel. On peut bien sûr espérer un rapport de force plus favorable et des mesures plus justes à l'avenir. Troisième élément qui ressort régulièrement, si on travaille moins d'heures, forcément on va faire le même travail en moins de temps, donc augmentation des cadences, augmentation de la pression. Là aussi c'est évidemment particulièrement préoccupant et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a pu observer dans certains cas, en particulier s'il n'y a pas d'embauche compensatoire. Si on se retrouve avec le même nombre de travailleurs qui travaillent moins d'heures, forcément la direction va vouloir les mêmes résultats et donc a priori les augmentations de productivité horaire vont quelque part être arrachées et imposées et ça va se passer dans des conditions catastrophiques pour les travailleurs. Par contre, s'il y a embauche compensatoire, et de nouveau, si on reprend l'exemple des deux PME analysés en France,
on a dans un cas 12% d'embauche compensatoire et dans le deuxième cas 74% de création d'emplois à moyen terme après la mise en place de la mesure. Dans le cas de la centrale générale en Belgique, ça a été 15%, à Göteborg en Suède, c'est 17 emplois qui ont été créés dans une maison de repos et 15 dans un hôpital. Je peux continuer les exemples, simplement montrer que si on crée de l'emploi, forcément ça contribue à ne pas engranger une augmentation des cadences, d'autant que on peut voir dans d'autres cas qu'on a analysés qui sont plus des cas défensifs, donc il y a malheureusement des situations où on a une entreprise qui est en difficulté. On a par exemple le cas de la VRT en Belgique, qui est victime d'une coupe de subsides, donc qui est victime de l'austérité. Il y avait 300 emplois qui étaient en jeu, qui risquaient d'être perdus à cette occasion-là, et les syndicats ont mis sur la table une demande de réduction collective de travail pour sauver l'emploi. Et donc là, malheureusement, ça s'est fait avec perte de salaire, pas directement proportionnelle à baisse du temps de travail, mais avec une perte de salaire partielle. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est l'idéal, il s'agit juste de dire que c'est un instrument légitime et dans ce cas-ci utile de gestion de situations complexes. Et dans ce cas-là, la mesure, dans un premier temps, a permis de sauver des emplois, et dans un deuxième temps, a permis, en plus, d'en créer. On a pu observer la même chose dans un site d'ArcelorMittal en Allemagne, à Bremen, où là aussi il y avait une menace. On sait comment ça se passe, les fermetures de sites à ArcelorMittal. Il y avait une menace de désinvestissement et de fermeture partielle du site. Et là aussi, il y a eu une réduction collective de temps de travail défensive avec perte de salaire, malheureusement. Et dans un premier temps, ça a permis d'éviter le désinvestissement et les pertes d'emploi. Dans un deuxième temps, ça a même permis d'en créer. Et à l'échelle macro en Belgique, une estimation de Philippe Lefebvre montre qu'on pourrait chiffrer à entre 300 000 et 500 000 le nombre d'emplois qui pourraient être créés par une généralisation de la semaine de 4 jours en Belgique. C'est simplement pour montrer l'ordre de grandeur qu'on pourrait avoir. Ça va compliquer l'organisation du travail, nous répondent 46% de personnes interrogées. Évidemment, il nous paraît indispensable d'être tout à fait réaliste et clair sur le fait que c'est pas simple de passer d'une norme de 5 jours à une norme de 4 jours ou à d'autres cas, que ce soit de 8h à 6h. Tous les exemples qu'on a pu analyser montrent que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que si on le fait du jour au lendemain, ça peut être catastrophique et se passer très très mal pour tout le monde, et donc il faut prévoir une période d'adaptation, une période de préparation, adapter les plannings, voir quel profil on va engager. Si on prend l'exemple, je trouve que l'exemple de la centrale générale est particulièrement intéressant parce qu'on peut voir que les profils qui ont été engagés grâce à l'embauche compensatoire ne sont pas directement les mêmes profils que ceux qui ont prévu leur temps de travail. On peut aussi être créatif, ça peut être aussi l'occasion, on a vu ça aussi dans le cadre de Auto Plus en France ou chez Auto 5, c'est l'occasion éventuellement d'innover et peut-être que c'est des profils dont la boîte avait besoin depuis longtemps et il n'y avait pas de marge pour engager, maintenant on a de la marge. Donc, par exemple, dans le cas de la centrale générale, c'était un service d'études, notamment qui a réduit son temps de travail qui est passé à 4 jours, et on n'a pas remplacé des chercheurs par des chercheurs, mais on a remplacé les jours non prestés par ces chercheurs par un pôle administratif qui a permis de décharger de charges administratives les chercheurs, et donc ça a permis au passage une meilleure organisation du travail. Mais de nouveau, ça ne se fait pas tout seul. L'autre élément qu'on a entendu dans tous les cas qu'on a pu observer, c'est les travailleurs sont les premiers concernés et les mieux à même de nous dire comment organiser cette réduction collective de temps de travail, comment gérer la transition, et donc quelque part en matière de... Alors évidemment on sort un peu du cadre, mais c'est quand même un enjeu crucial aujourd'hui, en matière de démocratisation du fonctionnement interne de l'entreprise. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais c'est quand même un petit élément qui peut contribuer, ou qui peut être l'occasion de renforcer cette démocratie interne, qui est un enjeu en soi. Les deux derniers éléments, je sens que j'avance déjà, j'avais entamé mon temps. Ça va coûter cher à l'État, nous dit-on. Alors c'est intéressant parce que ça c'est un argument qu'on entend énormément dans le débat public, en particulier venant du patronat d'une partie des forces conservatrices qui nous explique que la semaine de 4 jours c'est inimaginable. C'est intéressant de voir que quand on pose la question aux travailleurs, ça n'a l'air de préoccuper que 17% d'entre eux, enfin 18 en l'occurrence, si on arrondit, et donc voilà, c'est déjà à relativiser un peu.
Mais c'est une vraie question et on est tout à fait conscient qu'on ne peut pas avancer dans ce débat sans parler du financement. Alors, pour répondre à cette objection, il nous paraît important de pointer du doigt des exemples concrets qui montrent que le coût pour l'État et pour les finances publiques peut être limité et peut même être nul, même si de nouveau on peut envisager des différents modes de financement qui auront différentes applications, on va y revenir. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en perspective cette mesure avec d'autres mesures tentées depuis des décennies par les gouvernements belges et des quatre coins de l'Europe et du monde successivement, des politiques censées créer de l'emploi qui consistent essentiellement à des cadeaux fiscaux, des baisses de cotisations sociales et autres, sans aucune forme de compensation ou de conditionnalité, qui du coup coûtent beaucoup plus cher par emploi créé pour aussi tenter qu'ils en créent. Oui, ça, je vais revenir tout de suite sur le dernier élément. La dernière observation, c'est que ça va affaiblir les entreprises et nuire à la compétitivité. Là aussi, on est sur des arguments qui sont éculés, qu'on entend depuis un siècle et demi, chaque fois qu'il y a une question de réduction du temps de travail, c'est les mêmes arguments face à la journée de 8 heures, face à la semaine de 5 jours. Si on les avait écoutés, on serait encore occupé à bosser 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Néanmoins, il faut y répondre, et donc là encore, on peut observer une série de cas dans lesquels ça a même pu être à coût nul pour l'employeur, voire à moyen terme améliorer les performances et les revenus de l'entreprise. Alors comment ça peut fonctionner? De nouveau, il ne s'agit pas de dire que c'est le seul modèle possible, mais je pense que c'est important pour crédibiliser, pour ouvrir le débat, de montrer que ce modèle existe. Les deux entreprises qu'on a observées en France, Iprima et Tranauto+, et des centaines d'autres entreprises en France ont utilisé une loi qui s'appelle la loi Torobien, instaurée en France en 1997, qui malheureusement n'existe plus, qui permettait une formule dans laquelle si l'entreprise créait des emplois par l'embauche compensatoire, rédigeait le temps de travail collectivement et maintenait les salaires, si ces trois conditions étaient remplies, elle avait droit à une baisse de cotisation conditionnée à ces trois éléments sur une durée limitée, 7 ans en l'occurrence. Et donc, dans le cas de ces trois entreprises, de ces deux entreprises ici, on nous a expliqué que ça a été une mesure importante pour faciliter les négociations et mettre en place la mesure. Et à la fin des 7 ans, la baisse des cotisations a été 100% compensée par l'augmentation de la productivité, la baisse de l'absentéisme, l'augmentation de la créativité, etc., qui sont des conséquences démontrées de la réduction politique du temps de travail, puisque forcément, on a pu le voir par exemple dans le cas de la journée de 6 heures à Göteborg, on voit qu'on a des travailleuses qui sont beaucoup plus épanouies, qui nous disent « je retrouve le plaisir d'aller travailler quand j'ai face à moi une journée de 6 heures par rapport à une journée de 8 heures, ça change tout en termes de motivation, et donc forcément ça change tout aussi en termes d'absentéisme, de maladie prolongée, etc. Donc de nouveau, il ne s'agit pas de dire que c'est la seule manière de financer la mesure, c'est juste de montrer qu'il existe un modèle de financement qui peut être entre guillemets win-win, dans le sens où si c'est à coût zéro pour l'employeur, c'est aussi pour les caisses publiques à coût zéro, puisque cette baisse de cotisation est compensée par le fait que s'il y a moins de rentrées, moins de cotisations qui rentrent dans les caisses de la sécurité sociale, il y a en même temps des emplois qui sont créés, et donc des personnes qui étaient indemnisées par des allocations de chômage deviennent des personnes qui travaillent, qui cotisent, et donc globalement les caisses de sécurité sociale s'y retrouvent. En tout cas, certainement, c'est beaucoup plus avantageux que si on était dans le schéma, que ce soit du CICE en France ou du tax shift en Belgique, où on a des baisses de cotisation sans aucune condition. J'arrive au bout de mon temps, et donc je vais simplement, je ne vais pas vous faire tous les chiffres, on pourrait revenir si vous voulez, c'est des aspects macro, évolution des temps partiels, du chômage, etc. On l'a déjà vu dans la vidéo d'ailleurs. Je vais simplement revenir sur un chiffre. La loi Torobien dont je viens de vous parler en France, c'était une baisse de 8% des cotisations patronales à l'assurance chômage qui était prévue dans la loi, soumise à toutes ces conditions. En Belgique, le tax shift, instauré par le gouvernement actuel, c'est un passage de 32,4 à 25% des
cotisations, et donc c'est une baisse de 7,4%, sans aucune contrepartie demandée en termes de création d'emplois aux employeurs, et selon les derniers chiffres de la BNP, apparemment la Banque nationale belge, ça aurait créé à peu près 8 000 emplois. Si vous faites le calcul, 8 000 emplois à 14 milliards, ça fait très très cher l'emploi créé. Et donc, si on recyclait cet actif, si c'est ça, 7,4% de baisse, on disait vous n'y avez plus droit si vous ne faites pas la semaine de 4 jours et l'embauche compensatoire, ou autre formule de réduction collective du temps de travail, ce serait une manière, par exemple, de ne pas affaiblir encore davantage la sécurité sociale et de descendre encore en dessous des 25%, de recycler cette mesure pour obtenir une généralisation de la réduction. Et pour terminer, vous avez vu la vidéo au début qui se concluait sur Balance ton lundi. C'est une opération qu'on a voulu lancer dans le cadre de la campagne Tam qui se focalise depuis le début du mois de mai sur la question de l'état du monde du travail. On a voulu contribuer à cette campagne avec un focus sur la réduction du temps de travail, la semaine de 4 jours, avec une idée toute simple. Le passage de la semaine de 6 jours à 5 jours en 1960 en Belgique, un des outils pour l'obtenir, ça a été une démobilisation des travailleurs à travers des grèves du samedi. Et c'est une idée qui nous a paru extrêmement puissante de se dire les travailleurs se réapproprient leur temps, libèrent leur temps eux-mêmes en disant un jour par semaine simplement on ne travaillera plus pour obtenir que ça devienne la norme. Et donc on s'est dit prenons une cible, éventuellement un jour que les gens n'aiment déjà pas beaucoup, et donc on est parti sur Balance ton lundi, pourquoi pas commencer à planter la graine dans la tête des gens qu'on pourrait tous ensemble libérer notre lundi. Donc tous les lundis du mois de mai on a publié une série de vidéos, etc. La petite vidéo que vous venez de voir, elle est disponible également sur ce site travailler-moins-vivre-mieux.be, avec toute une série d'autres outils, des visuels, des vidéos, des brochures, etc. L'idée c'est que on n'y arrivera que si on crée un rapport de force, et comme l'appel signé par 70 premiers signataires académiques, associatifs et syndicaux sur ce site le dit en conclusion, et d'ailleurs on vous invite à signer cet appel, il y a milliers de manières de financer la réduction collective du temps de travail. Ce qui est sûr, c'est que si demain on est 2 millions d'élèves pour la demander, on pourra la faire financer 100% sur le capital et sur les profits des entreprises. Si on est moins nombreux, le rapport de force est moins favorable, probablement que le financement de la mesure sera moins juste. Et donc, commençons par construire le rapport de force et la réduction collective du temps de travail ne sera que plus juste. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais passer à Bruno. Merci. Alors c'est vrai que c'est le sens de l'histoire, la réduction du temps de travail, sauf que l'histoire est bloquée depuis les années 80. En Belgique, on a eu une baisse, mais globalement, on est en train, avec la loi Peters, de repasser les 38 ou 40, voire 42 heures dans certains secteurs ou certains travailleurs avec l'augmentation des heures supplémentaires permises. Donc, c'est le sens de l'histoire, mais il y a un problème pour le moment. Il y a clairement un blocage sur cette réduction du temps de travail. Alors moi, ce que je vais présenter ici, c'est un travail de recherche qu'on a fait avec ma collègue Anne Dufresne, à partir de sur les revendications syndicales et leur évolution en termes de temps de travail. On s'est vraiment centré là-dessus pour voir justement comment elles évoluaient, parce que, et c'est assez important aussi en ce qui concerne les organisations syndicales en tant que telles, il faut savoir que le mouvement ouvrier est quand même né, et les principales revendications du mouvement ouvrier, c'est quand même le salaire et le temps de travail, qui sont un peu les deux faces d'une même pièce. Et inévitablement, quand ce type de revendication évolue, ça fait également, je pense, évoluer les organisations. Et donc c'était un peu l'idée de notre travail, avec un focus sur ce qui s'est passé en Allemagne. Parce que en Europe, l'Allemagne, ça compte. En Europe, dans l'Europe syndicale, IG Metall, ça compte très fort. Et donc, vous le savez, je pense tous, il y a eu cet accord sur les 28 heures en Allemagne, qui a intéressé pas mal de gens, et donc il nous paraissait important de faire un peu le point sur cet accord, quelle avait été la revendication, quel était l'objectif de IG Metall, et quelles pouvaient être les conséquences de cet accord. Donc mon premier point, ça va être de dire, voilà, on est dans un nouveau cycle de revendications sur le temps de travail, dans plusieurs pays européens. On en a d'ailleurs discuté samedi dans le cadre de l'Alter Summit, et il y a clairement une volonté de
de remettre la question du temps de travail, la réduction du temps de travail à l'ordre du jour, mais clairement aussi il y a de grosses divergences sur la façon de le faire. Et donc c'est un peu ça qui nous a intéressés. Il y a les lois de travail un peu partout en Europe qui ont créé une offensive sur le temps de travail dans plusieurs pays européens. Mais il y a aussi autres éléments qui ont ramené le temps de travail sur la scène, c'est le sens du travail. C'est-à-dire que quand on est en formation syndicale aujourd'hui, qu'on interroge les travailleurs, de plus en plus, on a des réductions individuelles du temps de travail décidées en dehors de tout contrôle syndical ou collectif, simplement parce que les gens en ont marre d'aller bosser. Et donc c'est des congés sans solde, c'est des... À mon avis, c'est beaucoup plus marrant ce regarde ce que c'est maintenant. Des congés sans solde, c'est des certificats médicaux et ça, d'autres moyens de diminuer son temps de travail, de diminuer son temps dans l'entreprise, qui sont liés à l'organisation du travail. Et donc, il nous a semblé important de remettre un peu dans une perspective historique, c'est ce que je vais faire tout d'abord, ces questionnements sur la réduction du temps de travail. En fait, historiquement, on a essayé également de créer une grille, parce que quand on parle de temps de travail, de réduction du temps de travail, les mots sont très importants parce qu'il y a des pratiques derrière, il y a des revendications d'un certain type, il y a des objectifs, des moyens de financement, des niveaux de négociation qui diffèrent. Et historiquement, la revendication collective du temps de travail, elle a comme objectif principal, jusque dans les années 70, la distribution primaire de la richesse. C'est-à-dire, comme les augmentations salariales, de peser sur la distribution des gains de productivité. Que ce soit, et on a très peu de traces de revendications, même de revendications collectives de diminution du temps de travail, avec une demande d'embauche compensatoire. C'est vrai que pendant certaines périodes, il n'y a quasiment pas de chômage dans nos pays, donc cette question ne se pose pas. L'objectif, c'est la distribution primaire de la richesse, c'est améliorer, augmenter la part des salaires, la part de richesse qui va au travail, et c'est la conquête du temps libre, d'un temps libre collectif. C'est clairement les deux objectifs qu'on retrouve, qui sont principalement financés sur le profit des entreprises, et quasiment uniquement sur le profit des entreprises, avec comme niveau de lutte, en tout cas, le secteur en Belgique, qui va véritablement être le niveau. D'ailleurs, lors de la journée de 8 heures, en fait, on oublie souvent, mais c'est aussi le moment où naissent nos commissions paritaires en Belgique, puisque les premières commissions paritaires ont comme objet le temps de travail. Et c'est une grève sur le temps de travail qui va permettre la création des commissions paritaires dans les secteurs comme la métallurgie, la chimie, au départ. Donc on voit qu'à partir du temps de travail, il y a aussi toute une architecture sociale qui s'est constituée, en tout cas en Belgique. Idem pour dans les années 60, le passage à la journée de 5 heures, donc ça ne se fait pas avec une baisse du salaire. Et ce qui est intéressant de noter aussi, en tout cas pour la Belgique, c'est que aussi bien, je vais prendre le parapluie quand je dis ça, mais le syndicat plutôt classiste, qui est la LGTB, que le syndicat plutôt interclassiste, qui est la CSC, se rejoignent assez fort sur cette mesure-là. Et d'ailleurs, en 60, sur la semaine de 5 heures, c'est la CSC qui porte cette revendication. Pardon ? De 5 jours, pardon. La semaine de 5 heures, c'est Keynes. Mais voilà. Et donc c'est important de voir ça. Et je pense qu'il y a un moment charnière sur cette réduction collective du temps de travail avec objectif véritablement de centrer ça sur les gains de productivité des entreprises, le partage des gains de productivité. Et au niveau interprofessionnel, c'est la volonté de la CES, et il y a un congrès en avril 76 qui est un tournant, d'en faire une revendication européenne interprofessionnelle, une coordination européenne sur la réduction du temps de travail, avec un objectif d'une semaine de 35 heures, sans perte de salaire, d'augmenter les congés payés et de diminuer l'âge de la retraite. Donc, je pense que c'est un élément charnière parce que il y avait là un enjeu pour la construction du syndicalisme européen aussi, clairement. Et se profile en fait une défaite, quelque part. Pourquoi ? Parce que le plus grand syndicat allemand, et il faut être attentif à cette période-là, parce que je pense que peut-être on est dans ce jeu-là aujourd'hui, IG Metall, le syndicalisme allemand tel qu'il est construit n'avait pas les moyens de porter cette revendication-là dans la DGB au niveau interprofessionnel.
Il n'y a pas le rapport de force possible. Et c'est donc IG Metall qui s'est saisi au niveau sectoriel dans la métallurgie, qui s'est saisi de cette revendication européenne, mais qui l'a fait dans les contraintes sectorielles. Et donc qu'il a fait en favorisant évidemment ses affiliés, qui ont pu passer à 35 heures assez vite, mais parfois au détriment de d'autres catégories de travailleurs. Travailleurs immigrés, travailleurs d'autres secteurs plus précaires, etc. Or, on le verra après, la négociation et l'accord qui porte sur les 28 heures, le passage sur les 28 heures en Allemagne aujourd'hui, comporte ce même effet pervers. Donc on a une fragmentation du salariat. Et un syndicat qui revendique pour les affiliés de son secteur, mais qui a accepté un accord qui aura en tout cas des effets pervers pour d'autres catégories de travail. Et donc, on a à partir de 76 ce changement et on peut parler à partir de là de revendications de partage du temps de travail, dans lesquels d'ailleurs rentrent les exemples qui ont été montrés ici. Partage du temps de travail qui vise d'une part à lutter contre le chômage. Donc on est d'abord, la focale n'est plus seulement portée sur le partage des gains de productivité, et c'est logique, c'est les années d'explosion du chômage en Belgique, mais également dans d'autres pays européens. Et donc la revendication sur le temps de travail, la réduction du temps de travail, se transforme progressivement en politique d'emploi. Alors qu'avant, on peut quelque part parler d'une politique économique. Or, ça change aussi parce que le niveau de négociation change un peu. C'est le niveau sectoriel, mais aussi le niveau d'entreprise dans certains pays. On va avoir des négociations d'entreprise sur le temps de travail. Et alors, au niveau du financement, on est plutôt dans des négociations, évidemment, avec des accords. C'est-à-dire des accords où il y a une partie de la réduction qui est financée sur le profit des entreprises et une autre partie qui est financée sur base soit une baisse des salaires, que ce soit salaire net ou les cotisations sociales. C'est également un peu plus tard, dans les début des années 80, qu'un troisième type de revendication sur le temps de travail va être porté, mais là c'est plus par les syndicats, c'est par l'UNICE, le grand syndicat, enfin le syndicat des patrons européens, la Fédération patronale européenne, l'ancêtre de Business Europe, qui va introduire au niveau européen le concept d'aménagement du temps de travail. Alors l'aménagement du temps de travail, souvent il est il est légitimé par la conciliation de la vie privée et la vie professionnelle, mais c'est surtout des mesures de flexibilité du travail, financées principalement sur la masse salariale, donc une baisse du salaire, et négociées dans le secteur, mais aussi très souvent dans d'autres pays, au niveau des entreprises. C'est évidemment l'arrivée dans nos pays, dans les législations, etc., des temps partiels et de la flexibilité du temps de travail de plus en plus importante au bénéfice de l'employeur. En Belgique, en 82-83, on a par exemple l'accord 533 à négocier dans les secteurs, c'est-à-dire une baisse de 5% du temps de travail. C'était à peu près, ça équivaut à 2 heures par semaine à cette époque-là, mais en échange d'une baisse de 3% du salaire net et 3% de la masse salariale de l'entreprise et 3% des cotisations sociales. Donc on voit qu'on n'est plus tellement dans une logique de partage des gains de productivité, puisque là la baisse du temps de travail est complètement effacée par les baisses de salaire, mais on est plutôt dans une logique d'aménagement du temps de travail, avec les dégâts que ça va pouvoir faire, et principalement chez les femmes, puisque dans certains secteurs comme le commerce, etc., la majorité des temps partiels contraints seront occupés par des femmes. Donc, progressivement, en fait, ce qui va se passer également à partir de 88, c'est que les syndicats, devant cette offensive patronale sur l'aménagement du temps de travail, les dégâts que ça comporte, vont, pour certains, un peu oublier la revendication sur le temps de travail. D'ailleurs, dans les congrès de la CES, à partir de 88, on ne retrouve plus tellement cette revendication. En tout cas, dans des discussions à un certain niveau, c'est l'alinéa à la page 40 du congrès, mais ce n'est plus tellement quelque chose qui est véritablement porté. Et donc aujourd'hui, on a un retour
cette revendication sur le temps de travail, dans un contexte où de plus en plus on a des revendications individualisées de temps de travail, des demandes, pas tellement une revendication collective, mais des demandes d'individualisation du temps de travail, et où l'objectif des syndicats, c'est on n'est plus dans une revendication collective du temps de travail, on est dans des revendications de partage du temps de travail à peu près partout. J'en discutais avec la CGT il n'y a pas longtemps, ils ont gardé la revendication collective du temps de travail, comme la CNE d'ailleurs, à 32 heures, je pense que je ne me trompe pas, dans chaque congrès à la IGTB également, mais dans les faits, la négociation est plutôt sur un partage du temps de travail, avec comme objectif de reprendre aussi le contrôle sur le temps de travail, de reprendre une certaine maîtrise sur ces différentes baisses individualisées du temps de travail. C'est la même chose à la CGT, qui a une revendication en termes de réduction à 32 heures, mais en même temps une revendication en ce qu'ils appellent du temps choisi, donc une certaine flexibilité, négociée ou choisie en tout cas par le salarié. Alors, deuxième point que je voudrais traiter, après on peut aller plus loin dans l'historique si vous voulez dans les questions, les différents enjeux du temps de travail, il me semble, aujourd'hui. Comme tu l'as dit, il y a la question de où porter la revendication. Aujourd'hui, le niveau de l'entreprise est un niveau qui nous semble le plus facile d'accès, et qu'il est sans doute parce qu'on n'échappe pas aux politiques de décentralisation de la négociation collective. Elles sont mises en pratique dans beaucoup de pays européens. En Belgique, on est un peu l'exception, peut-être, l'exception européenne sur le secteur reste fort. Néanmoins, on sent quand même de plus en plus une volonté de pousser la négociation des salaires et du temps de travail vers le niveau d'entreprise. Néanmoins, il y a un premier risque, c'est face à la fragmentation des entreprises qu'on connaît, c'est-à-dire le recours à la sous-traitance. En Wallonie, 95% des entreprises sont des PME, et c'est à l'échelle européenne, c'est une PME européenne, c'est 250 emplois, mais c'est également à peu près 95% des entreprises. Ces PME ne sont pas toutes indépendantes, loin de là, elles sont prises dans des réseaux de sous-traitance, etc. Mais il faut constater aussi que la présence syndicale dans ces entreprises n'est pas toujours gagnée, et que donc le risque de se servir du niveau de l'entreprise comme niveau de négociation du temps de travail, c'est à un moment donné de créer des salariats à plusieurs vitesses. C'est ce qui arrive dans certains secteurs, et donc dans le commerce par exemple, selon que vous travaillez chez Deleuze, chez Carrefour ou chez Aldi, vous avez déjà pas tout à fait la même norme en termes de temps de travail. Ça existe, là j'étais avec les travailleurs du verre il n'y a pas longtemps, si vous travaillez chez Durobor, vous travaillez le dimanche. Si vous travaillez chez AGC, vous avez des horaires beaucoup plus intéressants. Pourquoi? Parce que le rapport de force est différent et qu'on ne porte plus nécessairement, et que c'est difficile de négocier la question du temps de travail au niveau sectoriel. Et donc ça crée des différences entre des travailleurs qui font le même boulot, en fait. Et ça peut avoir comme impact une fragilisation du niveau sectoriel, puisque aujourd'hui, clairement, les travailleurs d'AGC craignent que le modèle du robot devienne le modèle sectoriel. Et donc ce renversement de la pyramide des normes, c'est peut-être un peu du niveau de négociation, me semble inquiétant. Et donc c'est à voir au niveau syndical si on décide de s'y opposer ou si on l'accompagne, pour avoir, c'est vrai, parfois des résultats dans certaines entreprises, mais au risque d'avoir des effets pervers dans d'autres. D'autre part, c'est accompagner également la délégitimation des niveaux interprofessionnels qu'on a dans tous les pays européens, qui est voulu par l'Union européenne, par la Commission européenne, parce que c'est l'endroit où se crée la solidarité, évidemment, entre travailleurs, c'est l'endroit où le rapport de force est le plus important. Et donc ça, c'est une vraie question. Deuxième enjeu aujourd'hui qui me semble important entre le niveau, c'est comment on maîtrise le temps de travail. On a parlé du numérique, de ces plateformes, de cette évolution, d'une individualisation croissante du rapport au temps de travail. Voilà, on ne fait pas 40 ans de flexibilité sans avoir des conséquences aujourd'hui.
Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que les revendications syndicales qui portent plutôt sur de la flexibilité choisie ou du partage du temps de travail, on l'appelle d'une manière ou d'une autre, au niveau de l'entreprise, sont une étape qui vont permettre d'aller vers une revendication collective généralisée de baisse du temps de travail? Est-ce qu'on peut partir du niveau de l'entreprise, voire du niveau de l'individu? Parce qu'en Allemagne, on est quand même plutôt dans une réduction individualisée du temps de travail, pour créer un rapport de force futur et atteindre des objectifs de réduction collective et généralisée du temps de travail? Ou est-ce qu'en fait, en faisant ça, en négociant des formules plus individualisées de réduction du temps de travail, est-ce qu'on ne s'interdit pas, à terme, d'atteindre une réduction collective et généralisée du temps de travail? Je crois que ça, c'est la question centrale de notre article. Par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne, je pense que dans 2 ou 3 ans, on aura l'évaluation de cet accord et on verra. Mais ce n'est pas seulement un enjeu, je pense, sur le temps de travail, c'est un enjeu pour le syndicalisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que le syndicalisme représente? On entend beaucoup la volonté de prendre en compte les précaires, de prendre en compte des populations qui échappent au syndicalisme aujourd'hui. Est-ce que par ces revendications individualisées, on peut arriver à reprendre le contrôle sur le temps de travail et on peut arriver à terme à avoir des protections plus importantes pour les précaires autres? La question nous semble devoir se poser dans des débats comme celui-ci. Troisième élément, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. 2 minutes. Troisième élément, qui paye? Je crois que c'est une question qu'on ne peut pas éviter. Et donc, moi, je ne le cache pas, je l'ai dit d'ailleurs dans les réunions qu'on a eues dans le cadre de Tam Tam, j'ai beaucoup de problèmes aux négociations sur les cotisations sociales. Parce que, d'une part, c'est du salaire, donc c'est une baisse du temps de travail avec perte de salaire. Ça n'a donc peu d'impact sur le partage capital-travail, qui est un vrai problème aujourd'hui en termes d'inégalité primaire des richesses. Ça légitimise aussi une idée qui est de plus en plus présente dans la population, qui est de dire les cotisations sociales, c'est une chape. Si on accepte de dire oui, mais pour baisser le temps de travail, on va négocier sur les cotisations sociales, voilà, ça pose des questions en termes même des organisations syndicales qui portent ce message-là. Ça peut avoir des effets très pervers. Troisième élément, baisser les cotisations sociales pour, quelque part, accepter qu'on ait une négociation sur la baisse du temps de travail et permettre la création d'emplois, même si ça crée de l'emploi, ça peut créer un effet de substitution entre des emplois qui étaient financés sur la Sécu, des emplois qui me semblent très utiles aujourd'hui, hein, dans les hôpitaux ou ailleurs, pour peut-être des emplois dans les secteurs privés, pour produire des choses qui ne sont pas tellement nécessaires au développement actuel. Et donc cette question-là, cet effet de substitution, il mérite d'être posé. On a des problèmes de financement de la Sécu. Est-ce qu'on peut se permettre de négocier dans nos pays, dans les pays en tout cas où la Sécu est financée par la sécurité sociale, est-ce qu'on peut se permettre de mettre les cotisations sociales en gage pour baisser le temps de travail? Voilà, c'est une réflexion. Je termine par un dernier point. Sur la création d'emplois, au niveau macroéconomique, clairement c'est hyper intuitif. Vous baissez de 4 heures le travail de 9 personnes, vous aurez un temps de 36 heures. On voit que sur le côté micro, tu en as d'ailleurs un peu parlé, c'est plus compliqué quand même, hein, c'est moins simple, les travailleurs ne sont pas nécessairement interchangeables. Je pense que tous les patrons ne sont pas comme ceux de la centrale générale non plus. Et donc là, il y a véritablement, on a vu par exemple sur les 35 heures en France, les estimations de création d'emplois, ça va de 0 à 2 millions, selon l'économiste qu'on choisit. Mais en même temps, il est très difficile de distinguer les emplois créés par les 35 heures ou par les emplois aidés de Jospin, qui sont des subventions à la même époque pour les entreprises pour embaucher. Dans quel secteur, comment ça s'est fait. Donc la question de l'emploi, elle est toujours dangereuse. C'est un peu le nerf de la guerre du néolibéralisme, c'est de dire si vous voulez créer des emplois, il faut attirer l'investissement, il faut baisser les salaires, il faut faire
il faut changer la fiscalité. Comment on contrôle cette création d'emplois? C'est vraiment une question qui, moi, je pose en tout cas. Voilà, alors réduire le temps de travail, voilà, c'est une question effectivement qui revient régulièrement pour le moment, et c'est une question qui est profondément sexuée, puisque le temps est profondément sexué. C'est une analyse qui a été faite par les féministes depuis très longtemps. C'est vrai que si on observe les enquêtes budgétantes, eh bien, on voit que la double journée des femmes, elle ne relève pas du mythe, puisque elle continue à exécuter 9h22 de travaux ménagers et 1h21 de tâches parentales de plus que les hommes sur une semaine. Qu'en Belgique, les congés parentaux sont majoritairement pris par les mères et les emplois à temps partiel sont principalement attribués aux femmes mariées et aux cohabitantes. Que même dans les couples égalitaires, ce qu'on appelle la charge mentale, qui a été fort discutée récemment, enfin, en tout cas chez les féministes, je ne sais pas si c'est voilà, si le monde extérieur est pour eux, à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Enfin, la charge mentale a été très discutée récemment. Donc, le fait de prendre en charge mentalement l'implication de temps en fait, qui sont interpénétrés, imbriqués, chevauchés, qui font éruption les uns dans les autres. Et on peut, disent certains, dès lors distinguer ce qu'on appelle des temps multiformes hétérogènes et un temps horloge qui est constitué d'une addition en fait, de temps successifs, finalement un peu basée sur une conception industrielle. Alors le temps, je disais, c'est une construction sociale et sexuée qui trouve sa base dans une socialisation très différenciée des filles et des garçons encore aujourd'hui, dans un rôle, et donc ça va jouer un rôle dans la répartition intérieure des tâches au sein du couple. Les chercheurs qui travaillent ça disent que les femmes, comme les familles monoparentales, c'est-à-dire en majorité des femmes aussi, figurent au nombre de ce qu'on appelle les suroccupés, et que la disponibilité parentale, y compris dans les couples, voilà, les couples pas dans les familles monoparentales, est toujours rabattue sur le maternel. Je ne dois évoquer à personne les instituteurs et institutrices qui appellent, j'allais dire, parfois ça revient au même, qui appellent principalement les mères lorsque les enfants ne peuvent pas rester à l'école. Alors, à l'inverse, il est admis que les hommes ne vont pas travailler ménager parce qu'ils n'ont pas le temps. Alors pourtant, on a un taux d'activité des femmes qui n'a pas cessé d'augmenter depuis les années 70. Alors certaines y voient une société qu'elles appellent paradoxale, dans laquelle on a des femmes qui sont plus diplômées que les hommes, qui connaissent des parcours professionnels moins gratifiants, et qu'on a des pouvoirs publics qui vont négliger ce qu'on appelle une révolution silencieuse, c'est-à-dire l'inscription durable des femmes dans le salariat, et aussi les emplois indépendants, et puis des entreprises qui sont restées indifférentes à ça, et sans doute des conjoints restés dans une approche unidimensionnelle de la masculinité, une définition identitaire, axée principalement sur la sphère professionnelle et peu sur la sphère privée. Alors on a vu aussi, ça Bruno a fait un peu le parcours, là, toutes les politiques de création d'emplois dits atypiques, financièrement précaires, qui concernent aujourd'hui majoritairement les femmes, puisque près d'une travailleuse sur deux travaille à temps partiel en Belgique. Donc ça, c'est un peu le bilan de la relation au temps des femmes contemporaines. Et c'est vrai que souvent, par rapport à un contexte de crise financière, de détérioration des conditions de travail, bien, une des solutions très fort portées par la gauche, qui revient régulièrement, c'est les RTT, qui sont présentés comme un remède à des vies quand même malmenées par la compression des temps, et puis comme une facilité pour les femmes qui continuent d'assurer ce qu'on appelle le travail de care. Est-ce que c'est le travail de care? Oui. Parfois je dis ça et personne ne sait ce que c'est. Le travail de care, c'est le travail de soins. Les soins aux vulnérables, qui peuvent les enfants, les aînés, les personnes handicapées, malades et compagnie. Alors, il y a pourtant des chercheurs féministes qui ont émis une critique de ces arguments, notamment en France, et donc je vous propose de faire une petite compilation des critiques qu'elles ont émises sur celle-ci. Tout d'abord que ce sont des mesures qui seraient nécessaires dans le discours, se présenter comme ça, qui seraient nécessaires afin de réduire la consommation, on achèterait moins, puisqu'on gagnerait moins. On soulagerait les personnes surchargées de travail qui peinent à concilier, alors concilier, je vais y revenir plus tard, vie professionnelle et vie familiale alors que d'autres sont au chômage, on a eu un écho aussi, et qu'on aurait donc un bien-être social augmenté, et souvent c'est vrai que c'est une affirmation qu'on retrouve chez les économistes qui visent des objectifs de développement durable. Alors, outre, nous disent les chercheuses, notamment Rachel Sidera et Marianne Marouani, qui se sont penchées sur le cas donc à partir de la France, bien sûr, enfin c'est toujours intéressant puisque
voilà, ça peut montrer aussi que vous êtes pervers, ça peut le porter, ce genre de revendication, si c'est pas bien pensé. Hein. Que outre qu'il néglige ou s'estime au fond comme s'il n'existait pas la force des rapports sociaux de classe à l'œuvre, eh bien, il est souvent non pertinent, en tout cas simpliste, de lier la question de la conciliation au chômage. Un chômeur, en fait, il peut parfaitement ne rien faire à la maison, alors que son épouse effectue la double journée. Pour aller plus loin, dit Margaret Marouani, la conciliation n'est jamais remise en cause, et que ce soit le terme, en fait, il est insupportable et injuste. Puisqu'en réalité, c'est ce qu'elle appelle ça comme ça, c'est un cache-sexe que l'on utilise pour signifier femme sans oser le dire. En effet, c'est un mot finalement qui est implicitement utilisé à destination des travailleuses et jamais des travailleurs, comme si les femmes faisaient des enfants seules. Il est aussi à noter que la conciliation ne concerne que l'idée de travailler et de s'occuper des autres dans des liens familiaux, alors qu'on pourrait estimer que du temps pourrait être revendiqué pour se former, aider quelqu'un d'autre qu'un parent, militer, enfin faire toutes les activités qui ne relèvent pas nécessairement d'occupation parentale et domestique. Alors, il cache également en fait, le fait que la conciliation touche aux soins des enfants qui fréquentent des institutions qui, elles, ont des temporalités régulières, non flexibles, non flexibilisables, d'ailleurs comme les aînés, qui ont des rythmes biologiques à respecter en proposant des repas, des temps de repos, puis aussi des temps d'éducation à horaires fixes. Et donc les féministes opposent à cette conciliation des responsabilités dans le chef des femmes le partage, c'est pas du tout la même optique, des responsabilités entre hommes et femmes. Ensuite, disent les féministes, eh bien, les RTT n'ont jamais servi les femmes ni aidé à cette conciliation. Si on regarde le temps partiel, eh bien, elle montre en général que les femmes ne sont pas en majorité en temps partiel choisi. Et que si c'est le cas, alors on voit que c'est un faux choix, en fait, c'est le scandaleux mandat d'accueil professionnalisé des enfants et des vulnérables dont je parlais qui les y maintient. Les employeurs vont ainsi engager des femmes à temps partiel, alors ils payent des charges sociales allégées, on en a parlé, pour des femmes à qui ils s'assurent que le temps partiel est pratique pour concilier. Alors, il y a une question aussi qui peut être posée, c'est que si la RTT aborde toujours la réduction du temps de travail au moment du temps de partage de celui-ci, du partage du temps de travail de celui-ci, il ne s'agit aucunement de savoir du partage de quel temps de travail il s'agit. En fait, quand on parle de partage de temps de travail, ce n'est évidemment pas celui des temps hors travail, qui est laissé au bon soin des femmes, comme je viens de le dire. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu là dernièrement qu'en Belgique, on régresse. Les hommes en font encore moins qu'avant. On a l'impression parfois c'est linéaire, que les sociétés vont toujours en progressant. Eh bien non. On voit que parfois il y a aussi des choses qui reculent. En 2010, l'INSEE, donc ça c'est en France, eh bien, il publiait la 4e enquête emploi du temps qui montrait que sur une décennie, le temps de travail des femmes et des hommes a diminué de 20 minutes par jour, ce qui est attribué au RTT, donc en France. Sur l'ensemble de la population, la durée quotidienne de travail a diminué en moyenne de 11 minutes par jour pour les hommes, mais est resté stable pour les femmes, ce qui s'explique par leur participation croissante au marché du travail. Donc les hommes travaillent moins qu'il y a 10 ans, et les femmes autant. Et pour autant, les femmes font moins de ménage, mais les hommes pas plus. C'est questionnant. Entre les deux, il suffit donc un écart d'1 heure et demie par jour pour les uns et les unes, à savoir 3h52 pour elles et 2h24 pour elles. Et donc on voit que les femmes restent toujours pénalisées, pénalisables dans l'histoire, mais son partage des tâches et du temps qu'elles impliquent est rarement questionné dans ce débat qui nous occupe aujourd'hui. Alors il faut également soulever une critique du travail qui est considérée comme une entité quantitative stable, c'est-à-dire en fait le travail serait un gâteau, et qu'il faudrait se partager des parts toujours plus petites pour pouvoir en créer pour tout le monde et soulager les uns et les unes. C'est un peu d'ailleurs comme ça que c'était perçu dans les 35 heures, se partager le travail, perçu en termes d'unité temporelle fixe. Alors, pour émettre une critique de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être tout d'abord qu'il faut questionner la formule « il n'y a pas assez de travail pour tout le monde », qui est présentée comme inévitable, défaitiste, d'ailleurs qui est souvent aussi avancée par les patrons. Alors Nathalie en touché un tout petit mot en intro, pourtant on a une observation de transformation sociale, parfois technologique d'ailleurs, qui se fait sous nos yeux. On a la suppression d'emplois par l'électronisation et la disparition des métiers tertiaires, comme par exemple les caissières, le personnel qui est viré, non remplacé, et dont la charge est répartie sur les épaules des travailleurs restants pour une même productivité. Alors on voit là-dessus qu'on a des clients qui sont invités à jouer à la caissière ou au serveur, les services au bar. Donc ça, on avait des serveurs qui, des emplois non qualifiés, donc voilà, des gens qui travaillaient.
Et ça accroît donc un sentiment de liberté chez ceux qui jouent, mais ça supprime aussi des emplois de l'autre côté. Paradoxalement, enfin non pas paradoxalement, en fait, les gains qui en résultent pour les entreprises de grande distribution, les salaires de ceux qui les dirigent ne sont pourtant pas questionnés en ces termes, mais ce sont bien, c'est bien donc la phrase leitmotiv qui ressort pourtant, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, et non, les politiques ont pour mission de créer, de prioriser la création d'emplois, donc de remettre les choses dans le chef des créations d'emplois. Alors du point de vue social, il faut aussi regarder la manière dont les 35 heures ont été éprouvées dans les pays où elles sont en application, et donc je m'inspire de la France, du côté de la RTT. On a un exemple de nos voisins français qui font l'école, et c'est vrai qu'il y a des expériences positives, mais on a aussi des employeurs qui ont compris le profit à en tirer au départ en termes d'aménagement. Alors dès 1996, on voit comment les politiques s'en emparent. Jacques Chirac le disait dans ses vœux, il disait « Je souhaite que l'année 1996 possède un engagement collectif et négocié pour l'engagement du temps de travail ». Le CNPF, devenu par la suite le MEDEF, obtint d'abord des syndicats l'annualisation du temps de travail, alors comptabilisé de manière hebdomadaire, et induisant à terme la RTT. Et la France, donc, qui était aux 39 heures depuis 1982, sous Mitterrand, promulgue les lois Robien, 1996, Aubry 1, 1998, Aubry 2, 2000, et les RTT vont alors faire l'objet de négociations des entreprises et vont faire apparaître, car imposées par les employeurs, des conditions de travail dégradées. En fait, dès l'instauration des 35 heures, et parfois avant même, les chercheurs font apparaître que la loi génère de profondes incidences de genre. Et comme je suis féministe, c'est ça qui m'intéresse. L'investigation de Rachel Sipera dans une entreprise agroalimentaire révèle la généralisation de la RTT, même aux salariés à temps partiel. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a été prié de réduire son temps de travail, même celles qui n'avaient déjà pas assez d'heures à prester pour vivre correctement. Alors, elle cite, « Dans la volonté de ne pas faire de différence, le patron de cette entreprise a considéré que ses salariés devaient elles aussi faire un effort, réduire encore leur temps de travail. L'argument pour ce responsable est financier. À l'heure où tous acceptaient de faire un effort, remettre des travailleurs à temps partiel dans la nouvelle norme collective revenait à leur accorder une hausse de rémunération, 150 € environ, pour une durée de travail inchangée. » Alors c'est un fait confirmé dans le bilan de la première loi Aubry. En 2 cas sur 3, les personnes à temps partiel ont vu leur temps de travail se réduire encore lors du passage aux 35 heures, alors qu'elles ne le souhaitaient pas toujours. En fait, comme la RTT est uniforme, elle est appliquée à tout le monde et même au temps partiel. Le temps de travail encore plus réduit va générer des revenus proportionnels. Car de manière générale, si le patronat a accepté la RTT sans réduction de salaire, le salaire maintenu n'intervient que pour les personnes qui sont déjà sous contrat. En fait, pour les nouveaux engagés, il impose la réduction de salaire. Et les partisans de la RTT ont abordé que trop peu les effets liés au salaire vu en France, effets réduisant en fait des revenus déjà très bas de toute une population touchée par ces RTT. Alors on a deux autres chercheurs, Pellis et Lurol, qui vont montrer que certaines entreprises en ont profité pour, je cite, internaliser la flexibilité, accélérer le développement et la rationalisation de l'entreprise, annualiser le temps de travail et mettre en place une modulation pour mieux adapter les effectifs aux fluctuations imprévues et brusques et moins recourir aux intérims. Le cas cité, cette entreprise, elle employait 70% de jeunes femmes et de jeunes, peu qualifiés, avec des variations hebdomadaires de 0 à 44 heures et un délai de prévenance de 9 jours. On voit que là aussi, pour la question de la conciliation, il n'y a rien qui se met en place comme il faut. Le résultat était que les employés auraient préféré travailler 7 heures par jour et 5 heures par semaine, et qu'un nombre non négligeable préfère travailler 39 heures, même avec des heures supplémentaires, plutôt que de rester dans un système de modulation et démodulation qui ne permet pas de choisir les jours de réduction du temps de travail ni de faire du projet. Et ces chercheurs en fait, mettent en exergue que les employés ont éprouvé le sentiment de travailler... mettent en exergue que les employés éprouvent le sentiment que travailler plus de 35 heures et ressentir une plus grande fatigue, puisqu'elles n'ont plus d'horaire fixe. Elles désignent dès lors ces mesures comme du faux temps libre. Pourquoi il résulte de ça une aggravation des conditions de travail, une subordination accrue des salariés. Alors, il n'est sans doute pas difficile d'imaginer que le travail de jour à horaire fixe, eh bien évidemment, ça permet une vie sociale plus intéressante que le temps de travail flexibilisé. Comment est-ce qu'on peut concilier des temps de travail ou de non-travail désynchronisés avec ceux réglés comme une horloge de ceux qui sont précisément à l'origine de cette nécessité de concilier, et on a vu les vulnérables.
Alors, on voit donc les limites de la RTT. En France, eh bien, elles sont connues. Alors, il faut savoir évidemment peut-être que ici, ça a été discuté, rediscuté. Il y a d'autres modalités d'application qui seraient pensées. Et pourtant, en Belgique, nombre de mesures ont vu le jour, souvent sous les impulsions féministes. Et là, je vais vous parler de choses que vous connaissez certainement, mais qui visaient justement à réduire le temps de travail, tout en gardant cette protection sociale, voilà, dont on va parler, qui est mise à mal dans toutes ces revendications, en tout cas qui peuvent l'être. Alors, quelles étaient les quantités de congés qui permettaient de concilier? Alors, j'en parle un peu au passé, parce que tout ça est en train d'être détruit progressivement, malheureusement, mais ça reste d'actualité une certaine mesure. Eh bien, des mesures qui permettaient de se retirer temporairement du temps de travail tout en restant dans les liens de son contrat et donc dans le cadre du droit du travail. Donc, c'est-à-dire c'est des mesures qui sont un droit individuel accessible aux travailleurs et travailleuses, assimilées à du temps de travail et donc prises en compte pour le calcul des droits sociaux. C'est aussi à questionner puisqu'aujourd'hui toutes les périodes assimilées sont en train d'être rediscutées avec le calcul à point des pensions et que tout ça, on sait bien que ce sont les femmes qui vont en pâtir. Ben, on avait quoi? On a toujours, voilà, on avait les vacances annuelles, minimum 20 jours ouvrables, congé parental, 3 mois, congé pour soins palliatifs, 1 mois, congé pour assistance médicale, 12 mois, crédit temps, 1 an, congé d'accueil, 10 jours, d'adoption, 6 semaines pour les enfants de moins de 3 ans. Tous des congés qui en plus font l'objet d'une allocation d'interruption. Puis on a aussi des congés pour motifs impérieux. Le congé sans solde peut être demandé par tous les travailleurs et permet généralement le maintien des droits sociaux, en tout qui été négocié dans certaines conditions. Et puis on a le congé de maternité, paternité qui vient de compléter cet éventail. Et donc on avait toutes ces questions-là qui étaient qui ont été portées par les féministes et parfois aussi souvent critiquées par elles, puisqu'il y a des revendications qu'elles ont portées mais qui n'ont pas été obligatoires. Par exemple, les congés parentaux. Les congés parentaux, c'est vrai que c'est un droit des travailleurs, mais c'est un droit qui n'est pas obligatoire. Et donc les hommes ne les prennent pas en égale mesure aux femmes. Voilà, et donc la question de l'obligation, elle est restée incontournable et inconditionnelle pour les femmes. À l'époque, elle faisait partie des éléments de reconnaissance et de la revendication du crédit temps qui était portée par les associations et qui n'a pas trouvé d'ailleurs un écho puisqu'elle a été très dévoyée et donc sortie de sa dimension égalitariste par l'appropriation qu'en firent les politiques. Alors la revendication féministe de l'actualité, alors je sais bien qu'on n'entend pas beaucoup et ça peut sembler parfois un peu démodé, mais enfin voilà, elle reste là. Eh bien c'est une solution alternative à la pluralité de congés existants alors et encore aujourd'hui. Et donc c'était d'avoir un crédit temps qui serait un droit et une obligation de prendre au cours de sa carrière un certain volume de temps libre. Finalement, une sorte d'obligation comparable à celle des vacances annuelles, sauf qu'ici, en fait, l'obligation de congé se référait à l'ensemble de la carrière. Donc, ce n'était pas un congé qui était nécessairement lié à la conciliation, mais qui pouvait l'être, et c'était en fait conçu, si vous voulez, comme une forme généralisée, mais non linéaire des RTT, donc une alternative aux formules linéaires des RTT, qui permettent aux travailleurs et travailleuses d'utiliser celle-ci en fonction de leurs besoins individuels de temps libre. Donc c'était pensé comme une interruption temporaire, partielle et complète, de l'application du temps de travail. Et ça impliquait qu'à la fin de l'interruption, eh bien, le travailleur était réintégré à son poste de travail antérieur. Donc avec une dimension d'obligation vraiment fondamentale. Alors, à côté de cette revendication, il y en a une autre qui est celle de créer de l'emploi et donc favoriser une sécurité sociale plus forte, puisque tout travailleur et toute travailleuse aussi d'ailleurs cotise pour les droits sociaux de manière solidaire. La pénurie affirmée d'emploi n'est pas pour les féministes inéluctable. Elle est le résultat aussi de choix politiques, car des emplois, il en manque dans de nombreux secteurs, et toute personne qui a à charge justement des enfants, un parent âgé, un proche malade, dans un pays où la prise en charge des enfants est lamentablement insuffisante, puisque à peine 2 tiers des enfants n'ont pas de mode de garde avant l'âge de 3 ans, où la population est vieillissante, où les enseignants sont trop nombreux, où tous les emplois communaux sont réduits à peau de chagrin et le fonctionnariat n'en parlons pas, eh bien des emplois de ce type-là, pourtant, il en faut. Par contre, les politiques continuent à faire d'extraordinaires cadeaux de plusieurs manières aux entreprises privées en matière de subsides à l'emploi, qui ne créent pourtant pas de nombre d'emplois à hauteur de ce qu'ils reçoivent, de réduction de cotisations patronales, en matière de détaxation, on sait les milliards d'euros que ne génère pas justement pour l'État les intérêts nationaux, des réductions d'impôts, des sociétés qui ont été bénéficiaires de taux extraordinaires
qui générait des milliards d'emplois qui échappaient à l'impôt. Et donc tout ça, non pas de manière mafieuse, mais en utilisant des lois en leur faveur. Il ne s'agissait pas de fraude, hein. Donc ça veut dire que c'est organisé par les représentants même de cet État qui est chargé vraiment de récupérer de l'argent. Donc voilà, c'était un peu les critiques qui ont été émises par les féministes. Et donc évidemment, je ne suis pas du tout dans l'idée que... je ne gagne pas évidemment sur Sarkozy qui disait qu'il faut travailler plus pour gagner plus, c'est pas du tout ça la question. Mais donc c'est bien essayer de voir le monde d'une autre manière, de passer de l'autre côté de la barrière, pour voir que, pour se poser la question, est-ce que finalement, eh bien, les femmes, est-ce qu'elles veulent la RTT ou est-ce qu'elles veulent augmenter leur temps de travail, puisque 44% d'entre elles sont aujourd'hui en temps partiel, et que la plupart d'entre elles veulent une hausse de leur temps de travail. Alors, sans doute peut-être pas pour travailler 45 heures, hein, certes. Donc, voilà. On a vu l'exemple de la France, donc attention. Il est à noter que beaucoup trop de gens font aujourd'hui plus que leurs 38 heures réglementaires, et donc, peut-être, on pourrait imaginer créer de l'emploi sur les heures surnuméraires, plutôt que de découper les 38 heures en plusieurs petits morceaux. On peut se poser aussi la question de toute cette vision productiviste, peut-être très masculine du travail, qui ne servirait qu'à produire des choses, alors que le travail, c'est aussi fournir des services, ça fonctionne à l'appareil d'État. Et que tout ce travail, en fait, est un travail qui est non sous-traitable. C'était pour répondre à la question des services, c'est pas une femme de ménage ou un homme de ménage qui est en Pologne et qui vient tous les jours faire... voilà. Et maintenant, si ça devait se faire, eh bien, si ça devait se faire, on a une critique aussi, certainement, à adresser aux manières dont c'est pensé actuellement, et notamment la semaine de 4 jours. Si c'est pour avoir une semaine de 4 jours où les femmes prennent le mercredi et le père le lundi, ça ne nous intéresse pas. Puisque, je vous parle des seins, qui c'est qui s'arrête de travailler le mercredi à midi? Bon, je ne vais pas le dire, parce que non, je vais apparaître comme anti-homme, mais dans les statistiques, on sait comment ça se passe. Elles révèlent comment ça se passe, les statistiques en action scientifique, et bien, il paraît qu'elles sont fiables. Alors, si ça doit se faire, eh bien, harmonisons le temps de travail sur le temps scolaire. Ce serait aussi un message à porter aux enfants. Pourquoi, après tout, est-ce qu'eux devraient aller à l'école 5 jours par semaine, et leurs parents, finalement, ne devraient pas travailler autant. Et peut-être aussi se poser la question sur des temporalités, mais à l'aune d'une vie. Qu'est-ce que c'est finalement la RTT au cours de la vie? Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt peut-être à reparler d'une fin de carrière à 60 ans pour tout le monde? Donc la question qui serait dès lors, est-ce qu'on a besoin de lever le pied quand on est en pleine forme, ou est-ce qu'on a besoin de lever le pied quand on a des gens dépendants autour de nous, ou quand on va vers la vieillesse et les pathologies qu'elle engendre souvent. Donc voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi si je prends mon cas, si j'ai la fin de carrière à 60 ans, j'aurai la majeure partie de ma carrière derrière moi, alors qu'aujourd'hui, j'ai encore la moitié, il faut s'en mettre un, et j'aurais préféré, personnellement, dire qu'il faut m'arrêter à 60 ans. Donc voilà. Donc c'est toute la question de comment est-ce qu'on réfléchit les temporalités du travail. Est-ce qu'on allège au moment où on est en pleine forme pour le faire? Voilà, quels sont les risques de flexibilité? Est-ce que c'est vraiment le temps de travail qui est problématique, ou bien justement les conditions de travail qui aujourd'hui font l'objet d'une perte de plus en plus grande qui finalement génère aussi une perte de sens chez les travailleurs et chez les travailleuses. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci aux 3 invités. Je pense que vous avez bien éclairci les termes du débat. C'est clair. C'était un peu vite, mais très intense. On va passer aux questions. Je vais passer le micro peut-être. Merci. Déjà, j'ai des questions pour chacun des intervenants, comme ça je vous en mettrai pas. Je m'appelle Sébastien Roglic, je travaille dans un syndicat, à la CND. Je vais le faire dans l'ordre inverse des intervenants. J'ai toujours été fasciné par la position de Valérie Levout sur la réduction du temps de travail. Je me souviens d'un débat mené par Politique en 2010 ou 2011. J'avais toujours été interpellé comme si le mouvement féministe était univoque sur la question de la réduction du temps de travail et en gros très critique. Or, je connais
assez de chapelle au moment féministe, je la CSC, je peux parler de chapelle, pour savoir que c'est pas univoque sur cette question-là et que je suis toujours un peu interloqué par rapport aux exemples qui sont pris. La question de la réduction du temps de travail dans le travail ne dit évidemment rien au partage des tâches domestiques. Ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas par définition. Si on parle du temps de travail, elle ne parle pas, elle ne peut pas parler du partage des tâches domestiques. La seule chose qu'elle peut permettre, éventuellement, c'est d'ouvrir des béances qui permettent d'en parler. C'est intéressant de montrer que la revendication du créditeur obligatoire de 2 ans, si je me souviens bien des textes du G. Mansoulet, ce créditeur obligatoire, je ne vois pas en quoi il échapperait à la critique de la manière dont il serait rempli. Un créditeur obligatoire, si c'est pris par des hommes pour développer un projet professionnel stimulant en étant payé par la société, et pendant ce temps-là, les femmes s'occupent des enfants pendant 2 ans, je ne vois pas en quoi il est plus efficace sur le plan du genre. Ça, c'est un peu ma question. Et globalement, sur la question de la répartition ou la diminution du temps de travail, en quoi est-ce qu'elle a un effet négatif direct sur la répartition genrée du travail non rémunéré, ou bien est-ce que ce problème-là est un problème culturel de société qui n'est pas directement concerné par la réduction du temps de travail et qu'on doit attaquer par ailleurs par toutes les autres forces possibles. Ça, c'est la question que je pose à Valérie. À Bruno, moi je suis toujours aussi intéressé par la question du lieu de la négociation. Moi j'ai un schéma, je dis toujours que je suis passionné par l'égyptologie, quand j'explique la hiérarchie de source de loi, en expliquant que je fais des jolies petites pyramides dans tous les sens, et que, en gros, l'idée c'est qu'il y ait un socle qui soit le meilleur possible, et que ce socle il a encore amélioré au niveau du secteur, et puis il a amélioré au niveau de l'entreprise, voire même amélioré au niveau individuel, si c'est possible. Et j'ai l'impression que ce sens-là n'a jamais été mis en problématique dans le monde ouvrier. Et j'ai envie de dire que la plupart du temps, dans l'histoire des réductions de temps de travail, ça n'a jamais été une négociation interprofessionnelle. La négociation interprofessionnelle ne faisait qu'entériner des négociations d'entreprise et sectorielles qui avaient réellement, dans des secteurs forts, dans des entreprises fortes, qui étaient des locomotives, qui après étaient entérinées par un pouvoir politique ou par des négociations interprofessionnelles qui n'ont jamais été moteurs, mais plutôt remorques. Et alors, et donc je me pose la question, est-ce que c'est vraiment au niveau interprofessionnel et politique qu'il faut poser la question, ou est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas justement au sein des entreprises et des secteurs que le débat est possible, alors que probablement au niveau interpro et politique, il est un peu, le rapport de force est moins bon, alors que tu disais que le rapport de force était le meilleur au niveau interprofessionnel, ce que je doute énormément. Tu as dit ça, oui. Ouais, tu dis ça si j'imagine si tout le monde se met en branle, mais c'est pas la même chose. Et Michel, moi j'ai une question sur l'ensemble des réalisations concrètes de réduction de temps de travail que tu as évoquées dans ton livre. Il y a un aspect assez constatatoire de choses qui marchent plus ou moins, de réel politique en vrai, parce que tous les exemples que tu dis ne sont jamais des exemples idéaux de réduction politique de temps de travail, 32 ans, 4 jours sans perte de salaire, avec embauche compensatoire et sans augmentation des cadences, pour reprendre des vieux slogans. Et donc, je voulais voir s'il y avait une critique un peu plus pointue sur les modèles de réalisation concrète qui paraissent être vraiment plus généralisables ou plus intéressants que les autres. Parce que dans ton livre et dans ton exposé, elles étaient assez multiples sans être vraiment hiérarchisées. Voilà, ça fait beaucoup de questions. D'autres questions? Ouais, juste peut-être une question ou deux. Oui, enfin, j'ai un micro. Moi, je suis Olivier, je viens du réseau du Royaume de lutte contre la pauvreté. Et je suis un peu novice dans tous les discours qu'on vient d'entendre et j'aborde le sujet d'une manière novice. Ma première question que je me pose, c'est pourquoi un jour et pourquoi pas 2, 3, 4, 5 jours, pourquoi un? Et
Une autre question que je ne pouvais pas poser à, je ne sais plus, Valérie. Tu dis tout à l'heure que les femmes veulent travailler plus. Est-ce qu'elles veulent travailler plus ou est-ce qu'elles veulent gagner plus d'argent? Parce que c'est ça la question. Je ne pense pas que les gens veulent travailler plus. Ou alors j'ai rien compris à la vie. Pour moi, la vie, c'est pas le travail. La vie, c'est autre chose. Mais non, on est obligé d'en passer par le travail, enfin l'emploi. C'est encore pire. C'est même pas le travail, c'est l'emploi. Un emploi qui ne permet même plus de vivre. Moi, je représente des personnes précaires que je parlais tout à l'heure. Cet emploi ne permet même plus de vivre. On est forcé à travailler, et même on est forcé à travailler gratuitement maintenant. Ce qui est encore pire, parce que les personnes qui sont CPS sont obligées de faire ce qu'on appelle un service communautaire. Moi, j'appelle ça un travail obligatoire. Et on veut passer aux chauffeurs aussi maintenant, qui pourraient travailler bénévolement pour des associations, faire des courses pour les vieilles personnes, prendre du travail avec quelqu'un d'autre, prendre un autre emploi. Donc c'est quoi? Est-ce qu'on veut réduire le travail? Est-ce qu'on veut continuer à travailler pour salariés? On est en train de défendre quelque chose. Je pense qu'on a mis une cage sur la tête de nos grands-parents et on est en train de la réparer. On est en train de réparer les petites trucs, les petits trucs. Il n'y a pas de combat pour essayer de se délivrer de ce qu'on est en train de nous faire, c'est-à-dire de nous voler à tir-larigot, et c'est les plus précaires qui subissent déjà les conséquences, et les classes moyennes commencent à la sentir. Donc, est-ce que c'est la réduction du temps de travail, ou, comme je dis dans le texte, ce que nos anciens ont fait, l'abandon du salariat? Ce qui pourrait me paraître intéressant aussi. Voilà. On a repris le vocabulaire des lois dans tous les milieux concernant les congés. On parle de congés sans motif, de congés avec motif, donc de congés sans motif ou avec motif. Donc ça implique tout à fait une influence dans le choix de vie des gens, alors qu'avant on avait plusieurs possibilités pour remplir ces congés. Maintenant, il n'y en a plus qu'une sorte qui est légitime, et donc la liberté, l'épanouissement, les projets, tout ça, ça semble disparaître même du vocabulaire commun. C'est un peu comme charge sociale qui a remplacé cotisation, choses comme ça, le vocabulaire est très important. Que vous répondiez. Et ensuite, peut-être on fait un tour, on essaie un tour par après. Oui, comme vous voulez. Sur le lieu de négociation, donc je sais pas si j'ai dit rapport de force, j'aurais dit lieu idéal. Voilà, avoir des lois pour éviter cette fragmentation, évidemment. Actuellement, est-ce que c'est un lieu où il y a un rapport de force? D'après toi, non. Est-ce que c'est parce que les gens ne se mobilisent pas, ou est-ce que c'est parce qu'on n'investit peut-être pas assez ce lieu? Et les structures des organisations syndicales, il y a une tradition dans l'interprofessionnel où il n'y a pas toujours le plus de moyens, le plus de force. Donc ça peut, en tout cas, c'est une question qui peut se poser. Au niveau des réductions collectives du temps de travail, le réseau, c'est le niveau sectoriel, comme je l'ai dit au départ, qui est un levier. D'ailleurs, en 1921, la journée de 8 heures, en fait, elle est d'application dans tous les secteurs, donc la loi vient dire ce qui se fait partout. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Par contre, sur le niveau de l'entreprise, j'ai l'impression que la pyramide des normes, elle se renverse. Et c'est ça que j'essayais de dire et qui m'inquiète, c'est que c'est plus le niveau interprofessionnel, et puis on va chercher plus loin dans les secteurs, et puis on va aller chercher plus loin dans les entreprises. On va chercher ce qu'on peut dans certaines entreprises, dans certains secteurs forts, mais inévitablement, alors on crée des inégalités à l'intérieur du salariat en termes de temps de travail. Et j'ai l'impression, et ça c'est aussi inévitable quand on a un syndicalisme qui est en tout cas fort dans les secteurs, dans certains secteurs et moins dans d'autres, on a un syndicat qui fonctionne à plusieurs vitesses, et donc
porter alors au niveau interprofessionnel, au niveau de la loi politique, des revendications de baisse généralisée du temps de travail, collective et généralisée, me semble plus compliqué. Voilà ce que j'ai, à mon avis, mal expliqué. Donc il n'est pas question de dire qu'en Belgique, le secteur est le lieu qui joue toujours un rôle important, même si j'ai l'impression que de plus en plus on descend vers l'entreprise. Mais ce qui m'écraint, c'est que qu'on soit bloqué au niveau de l'entreprise et qu'on ne puisse plus alors remonter le secteur. C'était l'exemple que j'ai eu tantôt avec les syndicalistes de la CSC d'ailleurs en formation, où dans le Vert, l'exemple de Durobor, où on a, parce qu'il n'y a pas de rapport de force et pourtant un actionnaire public comme la région Wallonne, ça pose des questions, où on travaille maintenant le dimanche, etc., ils ont des formes d'annualisation, enfin, il y a vraiment une destruction des conditions de travail dans cette entreprise. Ça devient l'exemple dans le secteur, quoi, par le patronat, etc. Et donc, là, on est dans l'inversion de ce ruissellement, si on peut dire, et c'est ça qui peut être inquiétant. Voilà, juste un mot, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'avais dit que j'en parlerai, sur l'Allemagne, 28 heures, l'accord qui a été négocié, c'est 28 heures, une possibilité de prendre 28 heures pendant 2 ans, de passer à 28 heures pendant 2 ans, pour des raisons liées à ce que tu disais au care, en fait, hein, à la famille, aux soins de santé, etc. Donc, un premier risque, c'est que ce soit majoritairement des femmes qui prennent cette possibilité-là. Alors, il y avait 2 grosses discussions. Ces deux objectifs. D'une part, l'objectif d'IG Metall n'a jamais été, en Allemagne, de négocier une réduction collective du temps de travail. D'ailleurs, leur slogan, c'est « Mon temps, ma vie », c'est bien une réduction individualisée du temps de travail. Mais leur gros objectif, c'est de reprendre le contrôle, en fait, sur la possibilité pour des gens qui passent à temps partiel à certains moments de pouvoir reprendre un temps plein. Parce qu'en Allemagne, c'était quasiment devenu impossible, quand on passait à temps partiel, de revenir dans certains secteurs à temps plein. Ça, ils l'ont obtenu. L'autre objectif, qui était la compensation salariale, ils l'ont quasiment pas obtenu, puisque la majorité de ce passage à 28 heures se fera avec perte de salaire. L'autre gros problème, c'est que la barrière, qui était un peu symbolique, mais des 35 heures en Allemagne, a sauté. C'est-à-dire qu'en compensation des gens qui passent à 28 heures, des gens vont travailler jusqu'à 40 heures. Et ça, c'est là que je disais le problème de est-ce que IG Metall est une organisation de défense des droits des travailleurs ou une organisation de défense des droits du travailleur? Pour moi, cette question-là, elle se pose aujourd'hui au travers de cette négociation et accord sur le plan de travail. Parce qu'il est clair que les femmes qui ont les moyens, c'est un peu une caricature, mais c'est presque ça, vont sans doute prendre la possibilité de 28 heures. Par contre, des femmes qui n'ont pas les moyens vont passer peut-être à 40 heures. Et donc là, on joue un salariat contre l'autre, ce qui me semble peut-être très risqué, en tout cas, à ce niveau-là. Voilà. Alors, est-ce que les féministes sont toutes d'accord par rapport à ça? Moi, je ne suis pas toutes les féministes, bien sûr. Donc voilà, mais il me semble tout de même que sur les questions de type socio-économique, je pense aux associations qui étaient quasiment toutes à l'époque dans les politiques liaison des femmes, qui se sont retrouvées lorsqu'il y a eu la création de la plateforme socio-économique féministe il y a quelques années. Eh bien, en fait, sauf erreur de ma part, la RTT ne figure pas dedans. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des discussions là-dessus, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est porté collectivement par le mouvement féministe. Ce qui les préoccupe surtout, c'est effectivement le maintien de la sécurité sociale. C'était des choses très particulières, comme par exemple la compression, le calcul des pensions pour les temps partiels, puisque celui-ci était compressé, qui n'avait pas accès à une carrière complète, alors que le nombre d'années était pourtant rempli, ce genre de choses. J'essaie de remonter dans ma tête à des campagnes que j'aurais vues chez les unis et chez les autres. Je crois que les FPS récemment ont fait une campagne pour l'égalité salariale, mais je ne pense pas qu'individuellement il y ait des campagnes ou il y ait des expressions en faveur de la RTT. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit féministe, qui discute de ça. En tout cas, dans les mouvements, je ne pense pas.
sauf erreur de ma part. Voilà. Je ne suis pas mouvement non plus. Donc voilà, en tout cas, je vous dis, dans les lieux où les femmes se retrouvent, elles se concentrent sur d'autres priorités, si vous voulez. Alors c'est clair que c'est pas parce qu'on on réduit le temps de travail ou qu'on laisse du temps libre que les hommes vont faire plus de care pendant celui-ci. Voilà, alors il dit justement ce poulet, puisque vous en parliez, il a une petite formule piquante par rapport à ça, et il dit en fait, ce ne sont pas les femmes qui travaillent à temps partiel, ce sont les hommes. Parce qu'un travail complet, c'est quoi? C'est faire X heures de travail rémunéré, X heures de travail dit reproductif, donc c'est-à-dire ce qui permet de nous entretenir, finalement, les tâches vitales, faire à manger, avoir de l'hygiène, prendre soin de nous, je sais pas, nourrir les animaux, entretenir la maison, entretenir la voiture, que sais-je, et puis 8 heures de sommeil. Et elle disait très bien, en fait, ce sont les hommes qui travaillent à temps partiel, puisqu'en fait, ils ne font pas les tâches reproductives. Et comme ils ne font pas les tâches reproductives, eh bien, ils prennent ce temps-là pour faire du travail excédentaire rémunéré. Donc, voilà. Donc, c'est clair que ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas les syndicats qui vont pouvoir résoudre ce genre de choses. C'est peut-être d'autres politiques qui vont les résoudre, alors que c'est des politiques bien en amont, éducationnelles, c'est des questions de modèle aussi. Mais c'est des questions, effectivement, si on regarde les pays nordiques dans lesquels les hommes en font plus, alors pas partout, au Danemark, les hommes n'en font pas plus, par exemple, qu'en Belgique, mais en Suède et en Norvège aussi, alors des pays aussi dans lesquels ils expérimentent pas mal de réduction de temps de travail, et aussi dans lesquels il y a beaucoup de temps partiel pour les femmes. Donc voilà, mais c'est vrai que là, c'est des volontés publiques de faire des congés parentaux obligatoires, et bon, alors là, je le dis parce que c'est des infos que j'ai par la bande, mais moi j'ai des copines qui vivent dans ces pays-là, et elles disent que malgré ça, l'égalité homme-femme, elle n'est pas assurée. Donc voilà. Donc il y a encore du travail, sans doute que je ne verrai pas. J'espère que ma fille bien, mais j'ai des doutes. Donc voilà. Donc c'est vrai que la revendication du temps de travail, c'était quelque chose sur lequel on était d'accord. Faire un crédit temps obligatoire, ça n'égalise pas spécialement ce que vont faire les femmes et les hommes. D'ailleurs, on sait très bien. Alors c'est pareil, par exemple, en Norvège, je crois que j'avais vu une étude, puisqu'en Norvège, ils ont des congés paternité assez longs, et qui peuvent être pris à certains moments de l'enfance. Et bien en fait, on voyait que les hommes prenaient beaucoup plus les vacances sur les temps d'hiver, parce qu'en fait, ils allaient beaucoup plus ils skiaient pendant ce temps-là. Donc on voit en fait que ce temps-là, il peut être effectivement, s'il est obligatoire mais pris à disposition, il peut être utilisé en fait comme bon semble aux personnes. C'était la question en fait d'égaliser ça par rapport aux employeurs, qui était surtout intéressante. Donc voilà, comme on pourrait dire d'ailleurs, à quand un congé de paternité aligné sur celui de maternité. Donc voilà. Alors je pense que quand on discute des RTT, effectivement on n'a pas envie de travailler comme des zèbres jusqu'au cercueil, certainement pas. Mais les formes présentées actuellement, je pense, ne convainquent quand même pas tellement. La semaine de 4 jours, comme j'ai dit, ça, je ne crois pas que ça passe vraiment chez beaucoup de femmes. Voilà, elles sont vraiment plutôt sur... si on est tous alignés, hommes et femmes, sur le temps du scolaire, à ce moment-là, on est prié, au moins dans les modèles, de tous s'en occuper. Donc voilà, en même temps. Des risques aussi, la question de l'annualisation, puisque ça, voilà, ça c'est des risques aussi très forts. Je me souviens avoir parlé, c'est aussi par la bande, enfin c'est aussi intéressant, c'était un monsieur en France qui travaillait chez EDF. Et alors, ils avaient annualisé les heures, et donc ils disaient ah, moi c'est chouette, je travaille 6 mois comme un dingue, et comme ça, les autres 6 mois, je suis quasiment en vacances tout le temps. Mais ils pouvaient le faire parce que l'homme était au foyer, il s'occupait des enfants. Parce qu'en fait, voilà, il avait annualisé, et puis le reste, c'était encore, c'était un bateau, donc pour le reste du temps, il faisait le bateau, enfin, donc c'est bien, enfin, pas très égalitaire comme modèle, donc ça ne tombe pas des masses, je vous avoue. Voilà, alors est-ce que les femmes veulent travailler plus? Je sais pas, oui, sans doute. C'est-à-dire que si on regarde tous les travaux qui ont été faits sur l'investissement, en tout cas la compréhension du potentiel d'émancipation pour les femmes que sont les études et par la suite un bon travail, je me rappelle la mère d'un contact qui disait ton meilleur mari, c'est ton diplôme. Donc voilà, donc ça illustre bien effectivement pour les femmes, c'est un bon gage d'émancipation. C'est ce qu'on dit pour les pauvres aussi. Voilà, théorique. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les secteurs féminins, on voit ce que ça donne.
c'est-à-dire la question des salaires lamentables, même à temps plein, et que souvent ça commence par la section des femmes, hein, voilà, et puis ça finit par s'étendre à un ensemble d'autres travailleurs, précaires, racisés, et compagnie. Donc ces conditions de travail, c'est quand même une vraie question. Moi je pense que les femmes veulent travailler, sinon je ne vois pas pourquoi elles feraient autant d'études, pourquoi elles se formeraient autant, et pourquoi elles continueraient à constituer la part des, des personnes qui investissent, qui augmentent, si vous voulez, la proportion des travailleurs sur la masse. Voilà. Alors, sur la question de Sébastien, c'est toujours un peu intimidant de prendre une question de quelqu'un qui est beaucoup plus expert du sujet que soi. Mais merci pour la question, Sébastien. Sur les différents exemples qu'on aborde, moi je trouve quand même que les deux exemples français, Ifremat et Autoplus, sont quand même a priori à ce stade dans l'état actuel du rapport de force des exemples. Et bien sûr avec la centrale générale, c'est un cas à part. Les exemples, à mon sens, intéressants généralisables, dans le sens où il y a un passage à la semaine de 4 jours, sans perte de salaire, avec embauche compensatoire, et sans perdre non plus de salaire socialisé, puisque les travailleurs ont gardé l'ensemble de leurs droits sociaux. Par ailleurs, il y a eu effectivement la loi de Rodin, la baisse de cotisation qui a été compensée par la création d'emplois, et voilà, le système que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc il me semble que ça, comme étape intermédiaire vers la généralisation de la semaine de 4 jours, me paraît quand même les exemples les plus inspirants. Sur la question du niveau sectoriel ou entreprise ou interprofessionnel, je voulais juste ajouter un petit élément que je trouvais intéressant, c'est que effectivement, d'après ce que j'avais compris et retenu de l'histoire, que ce soit pour la journée de 8 heures ou la semaine de 5 jours, effectivement, c'était la multiplication des progrès engrangés au niveau sectoriel qui avait fini par être généralisé par la loi arrivée à ce moment-là, un peu comme une voiture balai. Et quelque part aujourd'hui, nous en tout cas notre expérience, on a eu des échanges divers avec plusieurs mandataires politiques à qui on a envoyé notre livre à tous les partis politiques, et on a quelques échanges qui se sont engagés avec les uns et les autres. Et on a pu voir que le fait de montrer qu'il y avait des exemples et de rentrer dans le concret du sujet permettait aussi de crédibiliser la mesure auprès d'eux et donc de faire rentrer davantage, de faire revenir la réduction collective de temps de travail dans les programmes électoraux. Évidemment, il faudra maintenir la pression pour les pousser à passer des paroles aux actes, mais en tout cas, ça fait partie quand même des étapes qui paraissent nécessaires mais non suffisantes pour aller vers cette généralisation par la loi. Par là aussi, la généralisation des exemples, tant au niveau de l'entreprise que de sectoriel, je pense, peut contribuer à construire le rapport de force pour aller vers la généralisation. La remarque sur le fait que la vie, c'est pas le travail ou c'est pas l'emploi, moi ça me parle beaucoup parce que c'est un des premiers éléments qu'on a mis pour commencer le bouquin, parce qu'on a l'impression que c'est un écueil récurrent quand on a ce débat, c'est qu'on a souvent ce débat entre personnes qui ne sont pas les premiers concernés, qui sont souvent des personnes qui aiment leur travail et qui donc ne sont pas tout représentatifs. Les quelques chiffres qu'on a qui tentent d'évaluer combien on est dans ce cas aujourd'hui, tentent à démontrer qu'on est entre 10 et 20%, et qu'il y a une grosse majorité de gens dans la population pour qui le travail gagne d'abord une aliénation, et que donc libérer du temps, libérer du temps de travail, c'est vraiment un enjeu d'émancipation. Et donc voilà, il me semble que ça permet, ça mérite quand même chaque fois d'être rappelé, que ça biaise un petit peu le débat entre ceux qui le tiennent, et d'autant plus quand on est face à des forces conservatrices qui s'y opposent avec aplomb. On a souvent face à nous des gens qui n'ont pas du tout conscience de cette réalité. Je parle des gens qui ne sont pas ici ce soir. Sur la question de pourquoi un jour, pourquoi pas deux, je couple ça un petit peu avec la remarque sur pourquoi est-ce qu'on parlerait uniquement du temps à l'échelle de la semaine et pourquoi pas à l'échelle de la vie ou pourquoi pas à l'échelle de l'année. J'aurais tendance à dire, quand on voit l'augmentation des gains de productivité sur les 50 dernières années,
la semaine de 4 jours, c'est le minimum pour rattraper les gains de productivité qui n'ont pas été répartis au cours des 50 dernières années. Ça ne suffit pas du tout pour anticiper la robotisation, tous les nouveaux facteurs qui vont d'autant plus réduire entre guillemets le gâteau à se répartir. Et effectivement, par ailleurs, je suis tout à fait d'accord qu'on peut se poser énormément de questions sur le sens du travail, sur les boulots aujourd'hui qui n'ont aucun sens, et qui là, ignoraient encore la taille du gâteau, même si par ailleurs il faut. Alors, si on veut regarder juste sur le plan analytique, la taille du gâteau, ça c'est quand même aussi un argument, de nouveau avec des motivations diverses, mais en tout cas, du côté patronal, on entend régulièrement le travail n'est pas un gâteau de taille fixe, le gâteau augmente. Oui, d'un point de vue purement abstrait, si on regarde la théorie économique, on peut se dire qu'en fonction de l'évolution des gains de productivité, de la démographie, etc., le nombre d'heures à se répartir de travail salarié sur une année n'est pas de taille fixe. Par contre, si on regarde la réalité, en 1970, on avait en Belgique 6,9 millions d'heures travaillées par l'ensemble des travailleurs en Belgique. Oui, le travail salarié, oui. Bon, après, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Mais en 2009, on était à 6,8 millions. Donc la taille du gâteau est la même, essentiellement, alors que pendant ce temps-là, on est passé de 3,6 millions de travailleurs disponibles sur le marché de l'emploi à 4,8 millions. Donc le gâteau n'a pas changé de taille et on est plus nombreux à vouloir se répartir. Donc voilà, dans l'état actuel des choses, c'est pour ça qu'on se retrouve avec le fait que actuellement, il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. On a, selon les chiffres, selon les régions en Belgique, entre une offre d'emploi pour 7 ou pour 12 travailleurs sans emploi. Et donc, voilà, en termes de répartition actuelle, ça n'est pas un enjeu en soi. Et par ailleurs, on est tout à fait d'accord que les 221 milliards qui sont prêtés dans les paradis fiscaux en Belgique en 2016, le fait qu'une réforme fiscale juste en Belgique permettrait de ramener 25 milliards, c'est-à-dire un quart de plus par rapport au budget actuel annuel de l'État, permettrait évidemment de créer énormément de marge, de réinvestir dans les services publics, de créer de l'emploi là où il est nécessaire. Et donc, c'est des enjeux complémentaires, mais ils ne nous paraissent pas, en tout cas, ces avancées-là ne paraissent pas conditionner le passage à la semaine de 4 jours et à les retraites à 60 ans et à etc. Et puis juste un élément de notre expérience depuis qu'on a commencé à travailler sur le sujet. On a été invité par les FPS à une conférence à Charleroi il y a quelques mois où je pense que c'était Julie Gillet qui présentait les FPS qui si je me souviens bien, se prononçait pour la RTT pour la semaine de 4 jours, mais peut-être que la mémoire me fait défaut. Et par ailleurs, il y a un des exemples qu'on n'a pas abordé dans le bouquin, mais qu'on avait voulu y mettre au départ, c'était l'exemple de FEMA, organisation de femmes du pilier chrétien en Flandre, qui elle-même a mis en place la semaine de 4 jours en son sein. Et donc j'imagine que c'est probablement un témoignage du fait qu'elles sont plutôt pour. Comme je disais, je n'ai pas analysé leur cas spécifique, donc on n'a pas été plus loin, mais c'est un cas qui nous a plusieurs fois été mentionné dans les différents échanges et débats qu'on a pu avoir, qu'on a pu organiser. Et puis pour nous, surtout l'essentiel, si effectivement, avec un rapport de force défavorable, on pourrait envisager qu'une répartition collective dans le travail, une semaine des 4 jours, pourrait se faire sans regagner du terrain sur le travail, le partage travail-capital, des richesses, mais sans en perdre non plus. Il me semble que ce serait déjà en soi pas inutile, puisque forcément la meilleure arme du capital pour maintenir l'offensive des 30-40 dernières années et un recul permanent sur cette ligne travail-capital, c'est le chômage de masse. Et donc, si on arrive efficacement à lutter contre le chômage de masse et arriver à une situation de quasi plein emploi ou assimilé, forcément ça change le rapport de force et donc ça permet par ailleurs de regagner du terrain sur cette ligne de fond. Il y a encore des questions ?
une question, c'est plutôt une remarque qui était un peu provocatrice. Parce que en fait, tous les exposés que j'ai entendus ici sont vraiment très érudits, vraiment, quoi, donc c'est la question. Mais puisque vous faisiez allusion donc, à ce qui se passe en Allemagne, en fait en Allemagne, il y a 20 ou 30 ans, je sais très bien, il y avait un mec qui était ministre économique qui s'appelait Lambsdorff, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Otto Lambsdorff. Et donc, c'était dans les années 80, je pense. Il était ministre de Kohl. Bon. Et donc c'est quand même le pays où on allait quand même le plus loin de la réduction du temps de travail. C'était pas du tout la France, tout ça. Bon, ça c'est pour le francophone de la Belgique. Et bref, Lambsdorff, donc était un FDP, donc un ministre libéral, Freie démocrate. Il avait dit oui, réduire le temps de travail, ça va créer de l'emploi, mais pas en Allemagne, ça va créer en Chine. Donc c'est des questions qui ne sont pas du tout abordées ici, donc ce sera même un autre débat. C'est-à-dire, en fait, il y a quand même une mondialisation du travail et des conditions de travail qui ne sont pas du tout abordées, que vous n'avez pas abordées. Bon, c'est pas non plus la question. Mais je pense qu'on ne peut plus parler de réduction du temps de travail sans voir ce qui se passe, je ne sais pas moi, en Chine, en Thaïlande, aux Philippines ou ailleurs. Et donc quand même, effectivement, bon, il y a eu aussi, vous avez fait ce descriptif historique donc, de la réduction du temps de travail de 1910 à je ne sais pas combien, 2010, etc. Mais c'est sans prendre en compte qu'effectivement, à l'époque, donc cette charmante Europe qui donne leçon de démocratie à tout le monde aujourd'hui, quand même, on a mis à sac toute l'Afrique, etc. Donc, c'est pas étranger non plus. Hein. Et grâce à ça, on a pu effectivement améliorer nos conditions de vie et de travail. Voilà, c'était un peu ça, c'est une remarque. Mais je sais, bon, c'est pas vraiment... c'est un autre débat. Non, mais on peut l'aborder. Je pense que c'est une bonne question. Quelqu'un a une question? Ouais. Si vous voulez répondre à cette question en 5 minutes, voilà, moi je viens un peu, justement, je voulais un peu clôturer par rapport à ces questions-là en disant la réduction du temps de travail, il y a encore plein de questions qui se posent. L'une, c'est notamment la Direction internationale du travail, et l'autre, c'est aussi la politique migratoire. Politique migratoire qui mène de plus en plus à des travailleurs qui se trouvent dans des conditions de travail clandestins, qui deviennent un peu les prototypes du nouveau salarié néolibéral. Et donc, si on ne vise pas ce type de travailleurs, lorsqu'on veut parler, envisager, penser à la réduction du travail, je pense qu'on rate une chose. Voilà. Je vous laisse la parole. Sur ce point-là, je vais proposer un tout petit élément. Donc, bon, le collectif Roosevelt, c'est un truc que je fais sur mon temps libre. Par ailleurs, je travaille donc au CNCD en 11 sur les questions de travail décent, mondialisation et de traités internationaux qui favorisent la mise en concurrence des travailleurs et la pression sur leurs conditions de travail. Donc forcément, premier concerné par la lutte contre ces politiques qui organisent la mise en concurrence des travailleurs à l'échelle internationale. Néanmoins, il me semble que cette mise en concurrence est un facteur beaucoup plus important dans la mise dans la pression sur les conditions de travail que réellement dans le chômage et la perte d'emploi en Europe. J'avais une étude avec un chiffre en tête qui estimait au chômage, enfin la contribution au chômage de masse de la mondialisation en Europe à genre 10-15%, et le reste étant lié aux gains de productivité non répartis. Ici on regarde par exemple, j'avais aussi un graphique, je ne l'ai pas ici, qui était la production d'acier aux États-Unis sur, je pense, 30-40 dernières années. On voit que le niveau de production reste essentiellement stable, et par contre l'emploi qui est lié, lui, ne fait que baisser, et donc ça montre bien que c'est pas qu'on a été produit de l'acier ailleurs, c'est qu'on a produit autant d'acier avec moins de travailleurs. Mais voilà, c'est une façon évidemment très très sommaire de résumer le débat. Je voulais simplement revenir, je crois que je l'ai pas ici sous la main, sur une citation du patronat dans les charbonnages à Charleroi en 1890, qui déjà disait il est hors de question de changer quoi que ce soit à l'organisation du travail. Il parlait à ce moment-là de la revendication de la journée de 8 heures, parce que ça va mettre
encore plus à mal notre industrie face à la concurrence étrangère. Et donc en fait, on était là dans la première phase de mondialisation, on est depuis les années 1990 dans la deuxième phase. Il y a déjà une forte phase de mondialisation de mise en concurrence des travailleurs à l'époque. Et donc, il me semble qu'on est dans une situation qui n'est pas tellement différente de celle-là à l'époque, et que quelque part, de nouveau les arguments qui étaient avancés à l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui, donc on peut peut-être apporter les mêmes réponses. Sur la question de la compétitivité, je suis assez d'accord que les bagarres sur le temps de travail avaient déjà des arguments à l'époque, alors c'est une autre dimension. Sur la question de la mondialisation et du transfert de valeur ajoutée, de transfert de richesse, je prends un exemple, c'est Apple. Un iPhone est produit pour 2 tiers de l'iPhone est produit en Chine, où sont payés 2% des salaires contenus dans l'iPhone. Par contre, 2 tiers des salaires sont payés aux États-Unis, idem pour les profits qui retournent pour 1/5 de la masse des travailleurs qui résident effectivement aux États-Unis. Donc, il y a nécessairement, dans toutes les 30 Glorieuses ont été financées par le Sud, en partie. Et ça, on ne peut pas. Voilà. On n'a pas cherché à le masquer ici, je pense que c'est vrai, mais c'est bien d'apporter parce qu'il faut toujours quand même s'en souvenir que, voilà, d'ailleurs, les luttes sociales ici ont permis des augmentations salariales dans nos pays, pendant l'après-guerre en tout cas. Ce qui a les produits que nous produisions ici, manufacturiers, etc., ont augmenté leur prix et donc qui s'échangeaient de meilleure façon sur la scène internationale avec ce que produisaient les pays du Sud, ce qu'on appelle les termes de l'échange, qui se sont dégradés fortement. Et un des facteurs, c'est les gains de productivité qu'on a pu avoir parce qu'on était dans l'industrialisation, les manufactures, etc., mais également les luttes sociales qui ont eu un effet pervers, les luttes sociales parce qu'elles n'ont pas évidemment eu d'impact au niveau international, et comme elles ont eu un impact surtout dans certains pays du centre de cette mondialisation, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, eh bien elles se sont faites indirectement, et ce n'était pas l'objectif, au détriment parfois des travailleurs dans les pays du Sud. Par rapport à ta question, je reviens juste sur... En fait, on parle tout le temps de réduction du temps de travail, c'est la réduction du temps d'emploi. On parle tous ici, évidemment. Voilà, bon, pas il me semble. Autre chose également, est-ce que la réduction du temps de travail peut être une solution au chômage de masse? Là, c'est peut-être, moi, quelque chose sur lequel je suis moins d'accord, parce que le partage de l'emploi tel qu'on le voit aujourd'hui, en tout cas, est une politique d'emploi et n'est pas une politique industrielle. Or, on crée de l'emploi par des politiques industrielles, par des politiques d'intervention directe sur le système économique. On n'a pas de démonstration depuis 40 ans que les politiques d'emploi ont permis de créer de l'emploi, en tout cas en masse. D'ailleurs, voilà, qu'elle soit de droite, c'est-à-dire le tax shift et d'autres choses, ou qu'elle soit plutôt progressiste, des mesures de partage de l'emploi, parce qu'il y a le problème au niveau microéconomique des qualifications, etc. Il y a des problèmes de contrôle des cadences, et là, la question de la sous-traitance, la question de la fragmentation des entreprises, de la présence syndicale, de la présence d'un conseil d'entreprise, d'un CPPT, de tous ces organes qui n'est plus le cas dans beaucoup d'entreprises, pose question sur notre capacité à contrôler les cadences, parce que si évidemment c'est une augmentation des cadences, ben, ça risque d'empêcher l'embauche compensatoire. Et troisièmement, on a beaucoup de mal politiquement à penser des lois qui obligent l'embauche compensatoire, simplement parce que c'est le fait de ne pas contraindre les entreprises à embaucher, je suis désolé, mais c'est un élément de compétitivité aujourd'hui. Et quand vous essayez d'être trop restrictif, c'est la même chose sur le plan Marshall, dans le cadre du plan Marshall Wallon ou autre, il y a des aides qui sont soi-disant conditionnées, mais ces conditions sont très faibles parce que si on conditionne trop à l'embauche compensatoire ou à la création d'emplois, les entreprises, elles disent voilà, on ne veut pas investir dans ces conditions-là. Et donc là, ça pose la question du cadre néolibéral et voilà.
Je dirais quelque chose. Non, je sais pas. Peut-être que ce que j'aurais envie de dire, c'est que évidemment, on parle de réduction collective du temps de travail à une époque où les temps sont très individualisés. Les loisirs sont individualisés, la télévision est à la carte. Voilà, donc comment est-ce qu'on refait du temps collectif? Comment est-ce qu'on refait les dimanches ou tout autre jour d'ailleurs férié pour tout le monde, hein. Je replace de chez moi le TGB, le TGB indépendant, c'est ouvert 364 jours sur l'année, peut-être 365 d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on refait les politiques qui font que tout le monde est hors du travail en même temps? Je réinsiste quand même sur la question de l'école, de l'égalité entre les parents et les enfants aussi, parce que 4 jours, oui, c'est bien, mais ça donne quoi sur les enfants? Et puis si c'est un travail réduit, mais plus condensé sur 4 jours, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne des amplitudes plus grandes pour les enfants en termes de hors de la maison? Donc c'est toutes des questions qui doivent se poser, je pense vraiment, en déplaçant le curseur toujours sur ceux qui sont, je parlais de vulnérabilité, donc ceux qui sont le plus en demande de soins dans notre société. Je vais encore dire quelque chose, je ne sais plus. Oui, et alors, voilà, sur la question, on a parlé tout à l'heure, donc la question des services, effectivement, on ne peut pas les externaliser, mais c'est vrai que c'est le lieu aussi de migration, évidemment, aujourd'hui, pour remplir un tas de besoins qui sont eux-mêmes provoqués par certainement un travail transformé et aussi par un non-partage des tâches dans le cercle privé. Donc voilà, vraiment plaider pour une approche globale et une approche dans laquelle tout le monde puisse avoir du temps libre ensemble et du temps de travail ensemble. Voilà. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Et c'est le lien entre temps de travail et les questions environnementales qui parfois viennent. Alors, premier élément, c'est la question du productivisme, et ça, je pense à peu près tous d'accord, il faut continuer à produire autant, tout ça, donc voilà, c'est un débat. Mais l'autre élément que je trouve très important, c'est qu'on essaye maintenant il y a des tentatives pour essayer d'aller vers une économie fonctionnelle, c'est-à-dire essayer de recycler, récupérer, changer nos modes de consommation, etc. Et en fait, ça demande un temps de travail collectif énorme. Si on veut faire face à ces défis climatiques, on a besoin de libérer du temps d'emploi, que nous avons, du temps d'emploi pour la plupart, pour consacrer collectivement du temps de travail à ces enjeux. Voilà, c'est parce que j'étais dans une formation tout à l'heure où ces questions-là, voilà, une laverie automatique pour un quartier permettrait d'économiser énormément d'eau, etc., par rapport à l'individualisation de la machine à laver. Le problème, c'est que si on ne libère pas du temps à chacun pour pouvoir collectivement s'occuper de cette tâche-là, ça ne marche pas. Et donc là, il y a une autre facette, je pense, du temps de travail, qu'on n'a pas abordé, mais je pense que c'est aussi un argument important, c'est ces enjeux de comment on prend en compte l'enjeu climatique, environnemental de manière collective. Et pour faire ça, il faut qu'on baisse notre temps d'emploi. Voilà, alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec Bruno, parce que aujourd'hui, notamment les femmes qui sont très persuadées, et à juste titre, d'urgence écologique, eh bien ce sont celles justement qui réduisent leur temps de travail, parce qu'elles disent que comme ça, elles peuvent recommencer à faire des confitures maison, de la lessive maison, à nettoyer des couches, hein, parce que les couches jetables, c'est pas bon pour l'environnement. Les protections hygiéniques, c'est pas bon pour l'environnement non plus. Les tampons, etc., c'est pas bon pour l'environnement, donc il faut les couper, il faut les laver, il faut les stériliser, enfin voilà, et c'est pas les hommes qui s'y collent. Donc voilà, donc d'accord sur le projet, voilà, mais attention, parce que les femmes sont extrêmement poreuses à tous ces discours. Donc voilà, et c'est normal, elles veulent. Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est un autre débat, enfin, on leur demande d'allaiter jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Enfin, voilà, donc c'est, voilà, elles doivent allaiter, on leur fait croire que toute la charge de désengorgement liée à la pollution reposerait sur leur lait et sur leur capacité, leur micro-capacité, parce qu'à côté de ça, toujours très bien avoir le bilan carbone de Solvay et compagnie en Belgique, et toutes les voitures de société. Donc, voilà, c'est la question de la porosité par rapport à tous ces discours et de ce que ça donne effectivement en termes d'émancipation, puisque personnellement, je reste effectivement, comme disait la mère de l'autre,
persuadée que le meilleur mari pour une femme, c'est son diplôme, mais plus encore un travail de bonne qualité. Bon ben voilà, mais merci beaucoup. On a tenu l'entente finalement. Merci beaucoup pour votre attention.